la planète se réchaufferait pas pour Oui, annihiler le virus. Annihiler le bien virus. sûr. Oui, Bien un peu sûr, comme la bien Terre. sûr. Nous sommes le virus. Bienvenue dans Pic Dialogue, Pic Débat. Pic- Voilà, Pic Débat. Débat. Aujourd'hui, débat. sommes-nous le virus de cette planète. Finalement, Nous ne serait-ce recevons pas nous le aujourd'hui mal Marvin, spécialiste du Des virus de la planète. humain. Voilà, elle a étudié beaucoup d'espèces. Je suis foncé, Beaucoup vous êtes en train de faire d'individus. prendre mon cerveau. Hein. Quelles sont les solutions pour une meilleure vie en société? Mourir. Voilà, manger des gens. Mourir. C'est très très intelligent ça. Oh, vous avez Nous réfléchi. allons faire une sélection de plusieurs personnes que nous allons réunir dans un bloc. Voilà. Ah, Nous allons formidable. manger. Voilà, tout à fait. Manger. Voilà. On va d'abord façon, goûter un morceau de chaque personne pour savoir Mais qui Luc, seront les t'as pas- meilleurs. T'as pas Voilà. tweeté et tout. Si, je viens de tweeter. Ouais. Ah si, j'ai tweeté, tweeté. j'ai tweeté, Ouais, nous sommes en tweeté live. peut-être, mais t'as pas blusqué alors. Je suis sûr. Je l'ai blousqué. Je l'ai blousqué à balle. Bah, tu nous as pas tagué. alors. Ouais. Ah non, je vous ai pas tagué. Ah non, Ah bah voilà. Ah non, mais attendez. Sur la route de Blue Sky, bien sûr. Ah, attends. Ah la vache. Chacun sa route, chacun son Sur chemin. ma Ah, bouche. j'aurais dû l'appeler Ah, comme ça le stream. Ah là là là. Les gens auraient cliqué en Aussi fait. ça veut dire, la putain, ils vont chanson de parler Raphaël aussi. Super chanson avec Jean-Louis Aubert. Vraiment pas mal. Non, c'est de la merde. Mmh, Évidemment, c'est de la merde. Le classique de Palma. Moi, je propose, on fait 2 minutes de podcast par personne qui est dans le live. Ouais, c'est-à-dire Il y a zéro. personne. Allez. Ça veut dire zéro. C'est fini. Mais de toute façon, on s'en bat les couilles, on va lancer l'émission tout de suite. La route, on en a rien à foutre. Rien à branler. Lui dire Allez. qu'est-ce qu'on peut dire. Je commence. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire d'un homme et son fils qui traversent la moitié des États-Unis dévastés depuis plusieurs années. Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture. Les derniers survivants rôdent dans ce monde confronté en permanence à la violence et à la barbarie. Adaptation du roman La Route de Cormac McCarthy, sorti en 2006, récompensé par un Pulitzer. Le livre a eu énormément d'influence sur la pop culture et notamment a été un point de référence pour les équipes de Naughty Dog qui ont développé et sorti le jeu vidéo The Last of Us sur PS3 en 2013 qui raconte l'histoire de Joel et Ellie traversant une Amérique dévastée par un virus et comme dans le livre de McCarthy, l'histoire du jeu exploite et met en lumière la part sombre des survivants qui s'avèrent plus dangereuses que les zombies. À l'occasion de la ressortie de The Last of Us Part 2 sur PC et l'arrivée de la saison 2 de la série sur HBO, on en profite pour revenir sur La Route sorti en salle en 2009. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Loyedec et aujourd'hui pour juger avec moi La Route de John Hillcoat, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Il y a autant de zombies d'ailleurs dans La Route que dans la saison 1 de The Last of Us. Effectivement. Oui. Vous avez remarqué zéro. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Bonsoir à tous. Et moi, je peux déjà vous dire qu'il sera probablement plus proche de The Electric State que de. Qu'est-ce qui est tout en haut Gâcher le actuellement suspense. Ah, mais qui est tout en haut, le top 1 c'est Parasite. Que Parasite, oui. Oh, Clairement, bah, il sera oui, plus oui, proche. oui. C'est bien de lancer des paris comme ça très osés. Il y a en tout des cas, c'est fans une tech de très La forte. Route dans le chat, dites-nous tout de suite. Hein, parce que... Ah ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a du monde sur le Désolé. chat ce soir? Désolé. Non, je ne crois pas non plus. Je ne crois Bonsoir pas. Alan, bonsoir Cédric. La route est bien vide. La route, il n'y a personne. La là, Route on y est comme va dans le tout- film. Hein. C'est Ouais. pareil. Hein. C'est le post-apo dans le chat hein, ce soir. C'est l'hiver nucléaire sur Twitch. Ils se sont croise- mangés entre eux. On croise des Ouais. gens bizarres comme Derrick. Oh, Derrick. Oh mon dieu. Et C'est Mathieu le Bontemps podcast du game, hein, podcast il se cannibalise. Peggy 18. Salut tout le monde. Alors, je vais bien sûr faire un petit point. John Hillcoat. Donc John Hillcoat, c'est un réalisateur australien. Donc à la base, lui, il était dans les arts, enfin, il est art plastique plutôt à la base, et plutôt aussi clipper. Il a commencé vraiment sa carrière à faire plutôt dans la musique en fait, des captations de concerts. Captation de concerts, et notamment de ce Nick Cave en fait quand il est revenu en Australie après ses études et il s'est lié d'amitié justement avec Nick Cave qui l'a aidé justement à financer son premier film qui était un film pas mal, qui était Ghost of the Civil Dead, qui était un film carcéral en fait qui s'inspirait de la vie d'un prisonnier américain, Jack Horry Abbott, qui a en gros passé les 3/4 de sa vie en prison quoi. Il était déjà en tôle dès ses 12 ans en fait, en ayant fait multiples meurtres et de braquages. Il va ensuite faire son beurre justement en réalisant les clips de groupes de grunge ou post-punk des années 90, en Placebo, Bush, Dépêche Mode, Siouxsie and the Banshees, et puis il va réaliser pour réaliser des films. Son deuxième film en 96 met en scène justement notre Checky
Kikario à nous, et Rachel Griffith dans To Have and To Hold, qui raconte l'histoire d'un homme ayant du mal à faire le deuil de la mort de sa femme en essayant de transformer sa nouvelle meuf à son image de sa femme décédée, quoi. Donc toujours dans la nuance, hein, le gris, le mal, tout ça. Voilà, ce sera toujours un peu on va dire le point de sa carrière, quoi. Mais c'est vraiment avec son 3e film, donc qui va lui ouvrir les portes du marché international, avec justement The Proposition en 2005, un western australien qui met en scène un ex-bandit repenti incarné donc par Guy Pearce, qui va devoir retrouver son grand frère criminel et le tuer pour sauver son petit frère arrêté par la police. Un film qui va marcher énormément sur le circuit indépendant et qui va inspirer un studio de jeux vidéo assez connu, Rockstar Games, pour créer le jeu Red Dead Redemption, sorti en 2010. D'ailleurs, le studio Rockstar va appeler justement John Hillcoat pour faire un truc d'animation là. Ouais, alors un Makimina, on appelait ça, on utilisait le moteur du jeu pour faire un court-métrage. Et donc en gros il va faire, alors je crois que c'était The Man from Blackwater le nom du court-métrage qui était il a juste joué en fait, il a capturé sa partie. C'est un let's play. C'est un let's play. Il a édité. Luc Le Golidec fait pareil, il a la même carte. C'est la même chose. Non, en gros c'est les 30 premières minutes du jeu un peu remaniées. Qui en gros c'est John Marston qui va essayer de choper Bill Williamson qui est le premier boss en fait entre guillemets de Red Dead, quoi. Donc il fera après d'autres films, hein, donc The Road qu'on va parler ce soir, Lawless, donc des hommes sans loi, qui est l'adaptation du roman de Matt Bondurant qui est nul. C'est très on en avait parlé en pré-live, c'est plutôt raté, enfin c'est pas mal. Il y a des trucs qui sont pas mal, mais en fait c'est assez foiré. Mais déjà le roman était pas fou. J'ai un bon souvenir. Mais ça se passe en gros dans les années de la prohibition aux États-Unis, et on suit en gros une famille de frères en fait, des frangins qui font justement une fratrie pardon, qui font du trafic d'alcool. Qui font du trafic d'alcool, quoi. Et qui est un peu particulier comme film dans le sens où on pourrait dire poliment qu'il est un peu naze, oui. Comme dirait Marvin. Voilà. Très poli, c'est très poli ce que tu dis. Bien, mais pas top. Hein, c'est ça, c'est mid cinéma. Mid cinéma, voilà. C'est bienvenue chez nous. Un peu le podcast maintenant, ça s'appellera mid cinéma, je pense. Mais Marvin a dit qu'il aimait bien justement son dernier film sorti, qui était Triple Nine en 2016, et qui met un casting quand même bien chargé. Hein. Kate Winslet, il y avait qui encore, Aaron Paul qu'on essaie de classer partout depuis Breaking Bad. Il y avait Chiwetel Ejiofor aussi, je crois. Anthony Mackie aussi, je crois, celui qui fait Captain America. Ouais. Donc il y avait pas mal le monde. Norman Reedus aussi, qui fait 10 minutes et puis s'en va pour des raisons scénaristiques. Et non, voilà, c'était pour moi c'est un peu un sous Michael Mann, mais oui. En fait, il a fait partie de cette vague. Michael Mann quelque part aussi. On aime bien ça, et je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé de Triple Nine parce qu'il avait été vachement comparé à Den of Thieves, le fameux Criminal Squad avec Gerard Butler, produit par Gerard Butler de Christian Gudgast, je crois. Et qui sont des succès, hein. Faut pas déconner, hein, mais voilà. Qui sont des succès. Ouais, c'était un peu la même chose avec une ambition de faire d'être un peu plus noble, tu vois. Là où Criminal Squad s'assumait complètement en tant que cosplay de Wish de Hit, quoi. C'est la version bovine de Hit, quoi. Oui, un peu, ouais, voilà. on va dire ça. Cosplay Russell Crowe en prime. Et là, en cours de pré-production, donc son projet, son Vanity Project, qui est Blood Meridian, qui est encore une adaptation de Cormac McCarthy, qui est resté Keblo pendant 10 ans parce que c'était des problèmes de droit avec un autre réalisateur qui est un peu nul, qui s'appelle Scott Rudin, qui avait bloqué les droits en fait de ce livre pour l'adapter lui aussi, et en fait il a réussi à récupérer les droits, donc il est en pré-production de Blood Meridian, qui est un des livres les plus connus de Cormac McCarthy, qui est un western assez sanglant en fait, qui était considéré comme inadaptable, comme était La Route, il était considéré comme inadaptable. Qui a été pris un moment par Ridley Scott et par... tout le monde a voulu le faire. Hein. Andrew Dominic, je crois. Ouais, et Scott Rudin derrière. En fait, là, c'est bon, il a réussi à sécuriser les droits parce que, en fait, il bosse beaucoup, il cote pour se faire de la thune, notamment, donc je disais pour les clips, mais aussi énormément pour des boîtes. Donc, il a fait Rockstar Games, mais il a fait aussi Montefiore Health System, qui est une espèce d'école de médecine particulière à New York, en fait, très, très, très riche. Et il avait fait un court-métrage en fait avec Anna de Armas par rapport à, je crois, en gros pour promouvoir cet hôpital justement qui sont spécialistes dans la greffe de cœur en fait. Donc il y a un truc, il a brodé une histoire en fait liée à ça. Et après il a bossé pour Black Mirror, il a fait l'épisode, alors un épisode qui est pas mal, hein, ce qui est quand même gentil dans une série aussi merdique que Black Mirror passé la saison 2. C'est l'épisode Crocodile.
autant réfléchir que la route, hein, je dirais. Ouais, ouais, j'ai Sur le réfléchi. même niveau de réflexion. Non, mais il avait fait l'épisode que j'avais pas mal aimé, qui était sur la saison 4, qui était Crocodile. En fait, c'est une femme en fait, qui avoue anonymement un meurtre qu'elle a fait il y a 20 ans. Où elle avait écrasé un mec et en fait c'est parce qu'elle fait ça parce qu'elle a croisé la veuve de ce mec qu'elle avait écrasé et il y a la fin de l'épisode elle est vraiment horrible et il y a pas de crocodile du coup. Il n'y a pas de crocodile Nul. en fait si je crois que dans le moi. crocodile c'est une peluche qui fait le retournement de l'histoire il me semble mais je vous laisse regarder, c'est vraiment pas mal cet épisode. Il a produit aussi Lake la Placid, série je pense que c'est mieux Lake Placid. Lake Placid. De toute façon tout est moins bien que Lake Placid. Je dirais pas jusqu'à dire ça, mais. Parlons-en dans Pix Cinéma justement. Vu que nous sommes dans Pix En plus, Cinéma. c'est bien, Lac Placide. Il est bien. Ouais, Mathieu, Ça pour rire, Mathieu. Mathieu, merde. il y a Moi- une personne moi, qui est Lac Placide, défoncée dans Les cette yeux série. derrière commando dans le top de match. Lac Placide, Ouais, je je défends. J'aime bien. Donc il a produit la série pour Showtime qui est George et Tammy aussi avec Jessica Chastain et Walter Goggins et Michael Shannon qui retrace la vie du couple Tammy Wynette et George Jones qui était une star de la country. Il a fait ça. Il a fait donc dernièrement il s'est allié avec le plus beau, j'ai envie de dire l'homme qui porte le mieux le chapeau texan qui est Tyler Sheridan. Qui lui a le vent en poupe parce que bon il est quand même bien mis pour les studios parce qu'il est plutôt réac on va dire quoi. Alors, non. Ouais enfin Non, il a cette image de comment on appelle ça mais de il y est texan profond et Après, il a probablement baissé son froc et il a très certainement été récupéré parce que tu sais, c'était le mec le plus anti-Trump du monde et puis depuis que Trump a été réélu, oui, alors j'assume pas totalement ce que je disais avant. Enfin, tu sais, voilà. je suis pas trop de gauche non Comme plus, faut pas beaucoup. déconner. Mais bon. Yellowstone, c'est un peu réac quand même. Après, Yellowstone, c'est pas réac dans son C'est pas essence, réac, dans ce que Yellowstone, ça raconte non. finalement. Hein. Mais Enfin, je veux dire, par rapport à son histoire perso à lui, Wind River, tout ça, c'est quand même plutôt l'inverse de. Tu vois enfin, je sais ouais, pas, et hein. puis Sicario, Mais bon. le scénario de Sicario 1 et 2 aussi il avait fait. Et Wind River qui est un excellent film pour le coup, qui est assez incroyable. Mais ouais. Après, bon, Euh, je pense que c'est un type un peu complexe idéologiquement. Oui. Et lui aussi il est gris. Il aime aussi montrer. Ah, il est un peu comme la route. Ouais, il est voilà. Mais non, mais c'est ça aussi, c'est un peu la Sainte Trinité entre comme avec Mark Cathy. J'avais découvert avec Lincoln et lui, Sons of Anarchy en tant qu'acteur, moi, à la base. Oui, Ouais, il moi était aussi. acteur à la base. C'est vrai que j'avais mis longtemps à capter que c'était lui en fait. Et du coup, il s'est allié avec Tyler Sheridan pour créer la série Special Ops Lioness qui est sortie à partir de Ça, il enfin, qui a paraît 2 que c'est saisons. ultra réac par contre. C'est ultra réac, mais Il c'est paraît, pas ouais. mal. C'est ça le pire. Alors ça m'étonne pas dans ta bouche, mais Non, pour le coup, je suis en train de regarder parce que justement, j'étais curieux. Je me suis dit, putain, ça a l'air d'être plus la merde. Et finalement, c'est pas Ah, trop. ouais, Ça c'est lui, reste, dans la... King aussi. ça reste dans la veine de ouais, Sicario, tu en fait. King et Mayor of Kingston, je crois. Oui, c'est ça aussi, Ouais. 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 Mais pour citer, ouais, c'est plus dans la veine de Sicario, en fait, dans l'idée Special Ops. Hein. Ouais. Pour le libéralisme et tout ça. Oui, Ouais, un petit peu, ouais, maintenant. clairement. Ouais, on Ça sent bon, en fait, l'interventionnisme, Taylor Sheridan, ça sent surtout bon l'opportunisme. C'est étrangement un mec qui est toujours dans le dans le sens du vent, vent, quoi. dans le vent, ouais, clairement. Clairement. Et Ce donc qui va voilà lui pour permettre de la, durer. pour la carrière de notre cher John Hillcott. Alors après, oui, donc il y a aussi l'auteur, comme Mike McCarthy, qui est quand même un des auteurs les plus influents encore, et les plus respectés parmi les auteurs américains. Qui est décédé. Alors, il est décédé il y a 2 ans, lui. Il est mort à partir de. Je crois qu'il avait 84 ans quand il est décédé. C'est un mec qui avait fait sa carrière depuis les années. On va dire fin 70. Il n'a pas sorti énormément de livres. Je crois qu'il en a une dizaine à tout péter. Et vraiment, là où ça a pris, c'était à partir de milieu des années 80 avec justement Blood Meridian. Là, il a commencé à taffer un peu, alors soit pour des scénarios de films, mais aussi ses propres livres. Hein. Les 2 livres les plus connus, c'est No Country for All Men, qui a été adapté par les frères Cohen, et aussi du coup La Route. Mais il a fait le scénario d'un film. Et quel film, mes amis? Bah oui. Cartel. Probablement son meilleur écrit. Bon. Alors. En plus, c'est un projet en plus c'est un scénario qu'il a vendu, il a pas trop retouché pendant la prod en fait, c'est ça le truc. En plus, c'est son seul scénario original, hein, d'ailleurs. C'est pas une adaptation pour le coup. C'est pas un livre, c'est pas quelque chose. Non. Et pour le coup, ouais, c'est un auteur quand même qui a énormément d'aura, mais aussi un mec complètement fucké. Hein. C'était un mec en fait à la base. Lui, il est né juste à post Seconde Guerre mondiale. Il vient d'une famille d'Irlandais plutôt aisée.
qui se sont installés dans le Middle West américain et puis qui en fait il a été beaucoup choqué par le côté en fait lutte de classe sociale en fait, parce qu'il traînait beaucoup avec les on va dire les enfants les plus pauvres du quartier et il est devenu auteur, il écrivait depuis tout gosse mais aussi alcoolique, il commençait à se prendre des murges à 9 ans. Et en fait, il a complètement. Il a arrêté l'alcool, je crois, à partir de ses 30 ans. Mais en gros, il a vrillé un peu parce que lui, il est parti vraiment. C'est un peu Scrooge dans l'idée. Il est très, très bien habillé, mais il vit dans une cabane à manger des flageolets en fait. Toute sa vie, il a fait ça en fait. Il s'est isolé. Non, sans déconner, il s'est isolé. En fait, il s'est marié. Enfin, il a eu plein d'histoires avec des meufs et tout, de façon très chelou. Hein. Je crois qu'à un moment donné, il avait pécho une meuf de 16 ans quand il en avait 30. Et il voulait en fait entre guillemets aller au Mexique pour changer sa date de naissance d'où elle venait en fait à la préfecture pour ensuite dire ouais, c'est bon, je peux me la taper. Il y avait ce truc là aussi. Le mec était quand même sacrément pété quoi. Et puis à mon avis avec les relations avec les femmes c'était compliqué parce que une de ses ex c'est la parfaite idole des fans de pop culture hein. Vraiment non mais la vision c'est clair. Le truc qui est encore plus dingue c'est qu'à mon avis l'expérience de mariage pour ces différentes femmes doit être compliquée parce qu'il y en a une qui avait je crois qu'il avait 32 ans à l'époque, lui il en avait 60 et leur mariage a duré une dizaine d'années. Et c'est là qu'il a eu un gamin d'ailleurs, il a eu un gamin à 60 ans. Il a eu un gamin à 70 ans, ouais, parce que justement La Route s'inspire en fait de son expérience de père un peu tardif quoi. Et le truc c'est que son ex en fait, elle a complètement pété un plomb. Genre elle a été arrêtée à Los Angeles dans un quartier complètement niqué parce qu'en fait elle s'était engueulée avec son copain de l'époque par rapport aux aliens. En gros c'était ça, ils étaient def et ils s'engueulaient sur l'existence des aliens ou non. Et du coup, à un moment donné, la bataille a tellement pris de haut, en fait, c'est qu'elle a débarqué dans la chambre de son mec. Elle avait un flingue dans son vagin, enfin dans sa culotte. Elle rentrait le flingue dans son vagin. Et elle tirait dessus, elle disait « Je suis folle maintenant, est-ce que je suis folle ?» Tu vois. Et puis elle faisait en fait, le mec dans son témoignage disait qu'en fait, elle faisait des trucs sexuels avec le flingue. Et donc, elle a été arrêtée en fait pour tapage nocturne et nuisance, quoi. Enfin, tu te dis, mais. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. Donc voilà, enfin une vie ouais, plutôt touchy quoi, plutôt chelou. Donc voilà, comme avec Mark Carty, un auteur, mais quel auteur mes amis. Voilà. Donc la question que je voulais vous poser, alors c'était peut-être, c'est compliqué parce que la relation avec le cinéma de John Hillcoat va se réduire à The Proposition à la limite, qui est son top en fait, on va dire quoi. Proposition, c'est bien, c'est vraiment très bien. C'est vraiment super. Mais après, c'est vrai que ces autres films sont pas forcément fous. Et comme avec Mark Carty, est-ce que vous avez déjà lu des livres de cet auteur ou pas? Nope. Mais non, moi, parce que ça m'intéresse plus des masses après ce que tu nous racontais. Non plus. Oui. Non, j'ai rien lu. La Route, moi j'ai pris une claque. Hein. C'est le premier film. Moi j'ai chialé. La femme m'a fait chialer. Enfin vraiment, j'étais dedans. Le livre ou le film? Je bouffais. Non, le bouquin. Le bouquin. Après, il a chialé, mais d'ennui, de désespoir. Le bouquin, vraiment, je l'ai lu en vacances et je l'enchaînais vraiment tous les soirs. Je lisais le bouquin parce que j'avais envie de savoir tout ce qui allait se passer et tout quoi. Et tous les soirs, il le lisait en entier en fait. Tous les soirs. Ah ouais, en entier, tellement, et genre chialais à chaque fois. J'ai dit, mais il m'a encore niqué. Mais non, c'est un super bouquin, vraiment hyper bien écrit, facile à lire. En plus, pas forcément très très long. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé l'installation de l'univers, les personnages, la relation avec le fils qui était vraiment bien retranscrite. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs assez cool. Enfin, moi, le bouquin, je le recommande beaucoup plus que son adaptation. Voilà, clairement. Bon, moi j'ai lu 3 livres dans ma vie, La Route et 2 Chairs de poule, et oui, La Route c'est très bien, je le confirme, c'est super. Et des livres sur Twin Peaks aussi. Ah oui, Twin Peaks, c'est une super série. Manu, c'est une super série. Les dossiers secrets, tout ça. Les dossiers secrets de Laura Palmer. Bien sûr, on reconnaît. C'est le journal secret de Laura Palmer. En vrai, je pense que les 2 Chairs de poule sont mieux que Cormac McCarthy. L'histoire secrète de Twin Peaks, c'est le dossier final. Ah si, je pense que le fantôme d'à côté, c'est mieux que... Le fameux fantôme d'à côté. Le fameux fantôme d'à côté. Prix Pulitzer, bien entendu. Ah bah, facile. Prix cher de Pulitzer. Le prix j'aime lire, quoi. Cher de Pulitzer, bien sûr. Oh, très beau. Très beau.
Et vous savez qui mérite le prix J'aime lire, j'aime Pulitzer Eh bien, c'est le Patreon, bien entendu. Le Patreon, bien sûr. soutenez-nous sur Patreon. Le forfait à 3 €, le Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure publicité et sans coupure du tout, puisque vous avez le courrier du Landos dans votre épisode d'un coup. C'est incroyable, c'est complètement fou. Le forfait à 5 €, Shitlist Plus qui permet d'avoir donc les bonus exclusifs, les épisodes exclusifs qu'on fait, les différents react, tier list, tout ça, accessible pour vous. Et le forfait à 10 €, alors là, c'est le fame, bien sûr, c'est le remerciement éternel. Et un film qui ne va pas rester dans l'éternel, c'est La Route, et on va mettre la bande-annonce tout de suite. La Route, sorti en décembre 2009, distribué par les frères Weinstein aux US et à l'international, produit par 2929 et Entertainment et Nick Velschler, avec un budget de $20 millions qui sont les producteurs de, entre autres, James Gray et Darren Aronofsky, tourné majoritairement en Pennsylvanie et en Nouvelle-Orléans 3 ans après les dégâts de l'ouragan Katrina, réalisé par John Hillcoat sur un script de Joe Penhall, le futur co-créateur de la série Mindhunter sur Netflix avec David Fincher. Le chef-op du film est Javier Aguirre Sarrobi, derrière la photo de Les Autres d'Alejandro Amenábar, Parle avec elle d'Almodovar, et bien sûr, et là, les tubes, j'ai envie de dire les gros tubes, les suites de Twilight, bien sûr, il était chef-op sur ces films-là. Non, merci à lui, merci pour cette couleur incroyable. Il a gardé la même photo d'ailleurs, vous avez vu? Oui, que sur La Route, oui, effectivement. Il a rien changé. J'ai pas changé de lumière, j'ai pas changé de lentille, je me suis vraiment. Il est resté là, ils sont juste venus où il était. Il a invité les gars. Il a dit, venez, c'est bon, le set il est déjà fait. Bon. Bougez un peu les chaises, c'est bon, on verra que du feu, tu vois. Ça va être un peu ça, quoi. Et bien sûr, la musique est de Nick Cave et Warren Ellis. Sa pire BO. Sa pire, oui, je crois que ça change de note sur la fin un petit peu, tu sais, genre il fait 3 notes de pour plus. Pour symboliser un peu l'espoir. Il change de gamme, je pense. Il passe en majeur. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai compris la subtilité, c'était pas mal. Ah, t'as compris quand il passe en majeur, quand il y a les petits oiseaux qui rentrent dans l'espace. Ah oui, il y avait les petits oiseaux, j'ai pas vu. Ouais. Putain, vous êtes observateur, Marvin, vous êtes incroyable. Ah bah, ouais, bien sûr, évidemment. Et Manu, est-ce que vous avez vu les petits oiseaux? J'ai vu les petits oiseaux, ouais. Ont-ils fait cuicui? Ouais, ils ont fait cuicui ils ont fait cuicui en vitesse 1.25, sachez-le. Putain, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. En général, c'est pas bon et la décision. C'est pas La Route, il l'a regardé, c'était Fast and Furious, quoi. La décision était prise assez vite. Le caddie, elle est très très vite. Lâche pas le caddie, frérot. Jacasse, le bordel. J'ai vérifié du coup et j'avais vu aucun film de John Hillcoat. Maintenant, je peux dire que j'en ai vu un. Ah bien. Et je peux aussi dire que j'ai vu un film avec Charlize Theron, Viggo Mortensen, Robert Duvall et Michael K. Williams, sur lequel je me suis fait chier. C'est un nouvel. Ah ouais, putain, c'est une nouvelle nouveauté. Mais je me trouve emmerdé parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film en lui-même, puisque je me suis vraiment fait chier de bout en bout, et que en fait ce que j'ai plutôt à dire c'est j'en ai marre du post-apo, ou du post-apo envisagé tel qu'on le voit dans le film, puisque j'ai vu Mad Max 2 il y a plus de 30 ans et j'ai commencé à lire Walking Dead il y a plus de 15 ans. Je pense que le message des deux cumulés reprend largement ce qu'on a dans La Route, et que voilà, on n'a pas besoin de multiplier ce genre d'œuvre. Et je trouve que c'est en fait c'est quelque chose, c'est un genre qui est attirant, qui peut être attirant à une certaine phase de la vie, mais il faut réussir à dépasser ça. C'est très important, mesdames et messieurs, de réussir à dépasser cette phase. Parce que c'est le post-apo tel qu'on l'envisage comme ça, il est là justement pour aller jouer sur un certain nombre de pulsions, on va dire, de pulsions qu'on aime à imaginer chez les gens, avec le fameux « l'homme est-il un loup pour l'homme ?» Alors, je le rappelle, j'ai déjà dû le dire dans le podcast, le loup n'est pas un loup pour le loup. Est-ce que tu as répondu à cette question? Ah, d'accord, ok. Bon. Puisque déjà, ce qu'on sait sociologiquement des loups est tiré d'un mec qui a dit après qu'il avait tort et qu'il était complètement passé à côté du truc. Oui. Donc déjà, je croyais que tu allais dire il était complètement bourré, le mec, quand il a dit ça. Non, mais c'est vrai, cette histoire est vraie. C'était la fameuse théorie du mâle alpha. Je crois que c'était sur les chimpanzés à la base. Et après, il est revenu après en disant... peut-être dit de la merde là. Mais en mode, je voulais pas déclencher ça. Je suis vraiment désolé. Ah ouais, il s'est rendu compte des conséquences. Et il s'est rendu compte en fait surtout qu'il avait dit n'importe quoi, que c'était faux et que ça avait été interprété par plein de gens en mode. Mais comme d'hab, le mal est fait. Voilà, ça continue. Ouais, exactement. Ouais, puis c'est un joueur qui a tendance à, pour moi, qui a une sorte de fantasme ultime des ultra-libéraux. Des ultra-libéraux, tu vois, c'est le genre de, justement, un monde sans règles, qu'est-ce qu'on pourrait faire, jusqu'où on pourrait aller, et du coup, fantasmer à partir de ça. Ce qui va plutôt à l'encontre de ce qu'on a tendance à voir dans la vie réelle, dans les pays, justement, qui sont pas des pays développés, qui sont
souvent sujet à des guerres ou à des catastrophes ou à des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils font plutôt preuve de solidarité, en fait, quand c'est la merde, plutôt que d'essayer d'aller se bouffer les uns les autres, en fait. Et voilà, en fait, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le sujet. C'est vraiment le post-apo, arrêtez ou réimaginez-le de façon plus pertinente, au moins originale, ça sera déjà ça. Après, le film, Viggo Mortensen, il est bon, mais son personnage, il est complètement éclaté. Vraiment, je pense que j'ai pas lu le livre, mais j'ose imaginer que en fait le livre est très introspectif de la part du personnage principal, qui va nous raconter ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, ses conflits, ses doutes, et voilà, et pourquoi il fait certaines choses. Ce qu'il voit aussi énormément. Et que quand tu retranscris ça dans un film, si t'as pas un voice-over qui serait très lourd, tu te retrouves avec juste des actions que tu vois et qui sont relativement chiantes pendant presque 2 heures. Avec un gamin qui se fait balader, menacé de mort pendant une bonne partie du film, et une fin qui, du coup, vient ramener de l'espoir, mais tombe totalement à plat par rapport au film tel qu'il est, en fait. C'est-à-dire que peut-être que la fin est la même dans le bouquin, et qu'elle non, pas du tout. Qu'elle a une certaine retombée. Non. Mais là, en l'occurrence, c'est positif, mais ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard après une déferlée de merde de tout le monde est cannibale, tout le monde on est presque dans la culture d'humain, tu vois. Et non, j'ai vraiment rien retiré de positif de ce film. C'est-à-dire que les acteurs sont pas mauvais, mais vraiment, que ce soit le message ou la forme, je trouvais ça horrible. Moi, pour rebondir là-dessus, vite fait, à la fin, je sais pas si vous avez le même truc que moi, mais moi je me dis, peut-être qu'ils vont le manger, tu vois. Non, mais vraiment. Moi, je me dis, peut-être c'est un piège, tu vois. Moi, j'y vais pas. Mais il aurait fallu l'ambiguïté, c'est ça le problème. Moi, je pas l'ambiguïté. Alors, elle l'est pas, mais tu vois, vu l'univers qu'on nous a présenté, moi, à la fin, je me dis, mais peut-être qu'ils veulent juste le niquer, tu vois. Genre, je sais pas. Alors, c'est là où, moi, il y a 5 minutes en trop. Parce que tu sais, le moment où il y a Guy Pearce qui débarque, il dit, en gros, le gamin dit, mais si je peux venir avec vous, c'est sans danger. Et le mec lui dit, tu sais pas. Et à la limite, tu finis le truc sur le film là-dessus, quoi. Tu dis, en fait, c'est un coup à jouer, quoi. Tu sais pas, en fait, du coup. Donc, ça fait réfléchir. Un peu. Voilà. Tout le passage avec la mère. Je ne cache pas que moi je réfléchis non-stop depuis hier. Là, j'ai réfléchi à Turbo Blind. Là, le cerveau en feu. Là. J'ai le cerveau en feu. Écoutez, bon, alors John Hillcoat, comme je disais, avec Cormac McCarthy et puis Tyler Sheridan, il y a quelque part en fait une même envie de raconter la part sombre de l'humain. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'effectivement, ça match plutôt bien avec le propos du film et du livre, pardon. Et en gros, le fait que ce soit John Hillcoat qui tombe sur le projet, qu'on lui propose, en fait, parce que c'était ça, en fait, c'est le producteur Nick Welcher qui avait les droits d'adaptation et qui l'a proposé parce que il avait vu The Proposition. Ce que je peux comprendre, hein, quand tu vois The Proposition, tu te dis putain, un réel prometteur, quoi. Donc à la limite, il a proposé grâce à ça, en fait, il a proposé d'adapter La Route. Et donc ça tombait sous le sens en fait dans cette idée-là. On verra, on a déjà un petit peu vu la vie de Manu, mais bon, c'est pas très bien réussi. J'expliquerai au fur et à mesure dire quelques problématiques aussi sur la production, mais il y a une problématique moi déjà de base, c'est que Viggo Mortensen, moi je peux pas, j'ai jamais pu. Ça dépend. Ah ouais. Non, jamais. Même History of Violence, je suis là, je crois pas. Ah ouais. Alors, en fait, le truc c'est que Viggo Mortensen a une technique moi qui me casse les couilles à chaque fois quand il prépare un rôle, c'est qu'il se met à fond tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Moi, j'ai dit à Marie, je savais même pas encore, je m'étais pas renseigné. Il a été marché sur une route pendant des mois. Il a fait un stage avec des survivants. On n'est pas loin. Il a poussé un caddie. Non, il a poussé un caddie. Il a été faire les courses tous les jours. Putain, le con. Il a mangé un enfant pour de vrai. Non, je l'ai vu. Ouais, ça aurait pu être ça. Non, j'étais sûr qu'il avait fait le coup il s'était pas lavé pendant 2 mois et pas changé de vêtements. Et j'ai eu raison, c'est exactement ce qu'il a fait. Pour de vrai. Il s'est mis dans la peau d'un streamer. Voilà. Bravo. Bien joué. Streamer simulator. Et un régime avec très peu de calories. Donc je crois qu'il était à 1200 calories pendant 2 mois. Et vous saviez quand il tape dans le casque dans le Seigneur des Anneaux. Il avait 15 jours à Nantes, c'est quoi cette histoire là? Il avait 15 jours, voilà, il avait passé 15 jours à la Micaline. Et voilà, il est revenu tel qu'il est dans le film. Wow. Non, c'est vraiment. Et pour quel résultat, mes amis? Parce que vraiment, pour le coup, le méthode acting, waouh. Non, c'est ne pas faire ça, arrêtez de faire les cons. Il a poussé un caddie avec les roues cassées. Faites pas ça, parce que là, vous utilisez les mêmes techniques que Jared Leto et c'est jamais bon. Faites pas ça. Dès que tu fais du Jared Leto, il aurait été magnifique dans la route, Jared Leto. Alors, il y a un truc aussi qui m'a
ébloui quand j'ai vu ça. J'ai fait ah d'accord. Waouh. Ils ont décalé le film. Non, ils ont décalé le film 2 fois pour 2 raisons différentes. La première m'a fait fumer de rire. À votre avis, pourquoi ils ont décalé la sortie de 8 mois en premier lieu? Il y avait trop de monde sur la route. Crise financière en 2008. Alors, ça Non. serait appelé l'embouteillage. Le push. Il y avait, je Rush sais pas, Hour. il y avait un film en concurrence, ça passait pas? Non, c'est pour les CGI, pour faire justement retaper le ciel. Et qu'est-ce que c'est moche, les amis, qu'est-ce que c'est Ah bah foiré. bravo. Le film est violent. Bravo les gars. C'est gris de bouton. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ouais, c'est ça ce que disait Derrick, il n'y avait pas de goudron en fait. La route n'était pas finie. Allez, con. La DDE était au travail. Non, En fait, vraiment. le truc, c'est que la plupart du temps, il fallait faire un match lumière qui était impossible parce qu'en fait, en gros, il y avait des moments, enfin, ils pouvaient pas contrôler le temps. Vraiment, il y a des plans qu'ils ont tournés, il faisait super beau. Il y a moments, des il faisait, plans dégueulasses. Et pour le coup, en fait, ils ont dû tout retaper en CGI et jouer avec la lumière et l'étalonnage pour suivre une ligne constante. Sauf que, enfin, c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais c'est affreux. C'est affreux. C'est nul à chier. Certains il y a plans des- larges sur les routes, Ah, justement, et tout. Enfin, c'est vraiment moche. Des fois, ça marche. Et des fois, non, pas du tout. Enfin, souvent, non, en fait. Souvent non. Et les plans rapprochés et tout, peut-être tu vois vraiment que c'est. En fait, les seuls plans où la lumière a été maîtrisée de bout en bout, je pense que c'est les plans de flashback entre Viggo Mortensen et Charlize Theron, en fait. Parce que là, il n'y avait pas d'histoire de nuages ou de trucs comme ça, quoi. C'était nul. Mais, Ça me fait ouais. penser au moment où elle se barre, où il essaie de l'attraper, où elle se pète comme ça. Puis tu sais, au bout d'un moment, il lâche l'affaire, il fait. Elle a Il trouvé dit, la c'est bon, mort allez, dans un casse-toi. coin. Bon, Et où c'est elle se genre, barre, ça vraiment. se trouve, Et non. là, On ne sait pas en plus. Ça se trouve, avec la elle voix vit off sa qui dit, meilleure et là, vie. elle est vit sa sur Oui, meilleure les vie. ça se trouve, Elle a elle s'est dit- tirée de ce. Elle s'est délivrée de ce connard qui pense qu'à Carrément. flinguer son gamin au moindre danger, tu vois. En mode, c'est moi qui vais te tuer, t'inquiète. Bof. Et tu sais, elle s'est barrée, quoi. On sait pas. Ah, tu j'en vois, lui, au bout pouvais d'un moment- plus. L'autre, il l'a rattrapé toutes les 3 secondes, il l'a rattrapé par le bras. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu vas devenir? C'est bon, laisse-moi partir. Bon, d'accord. Et là, elle est partie, et peut-être qu'il est mort, je ne le sais pas. Alors que dans le livre, c'est vraiment un truc beaucoup plus, logique et tragique. Hein. C'est que Ah en oui. gros, elle se barre pour se mourir en fait. L'autre Ouais. ne dit bah non, je veux garder mon fils quoi. Et en fait, elle se barre parce que c'est à cause de son fils. Hein, concrètement, elle pouvait pas gérer un gosse. Et elle a dit que non, enfin, elle pouvait pas quoi. En fait. Et du coup. Viggo Mortensen du moins l'homme dans le livre en fait techniquement a du ressenti énorme envers son fils en fait. Carrément. Ce qui n'est pas le cas dans le film, hein, clairement. Même si Non, pas du tout. il met un temps, il met un flingue. Non, tout mais le ça, temps c'est dans presque sa- plus dans une optique de protection bigote à Oui, 2 oui. balles. Ouais. Parce que sinon, il est toujours là en mode. Parle pas comme ça devant lui. Tu sais, lui, c'est un peu Montessori. En Oui. mode. Ouais, c'est clair. Vas-y, faut rien dire, tu vois, genre machin. Pas de négativité dans cette maison. mange- Pas de négativité. Mange ton pote, mais tranquille, quoi. Vas-y, cache-toi un peu, quoi. Non, Fais pas abuse. Non, mais c'est pas devant c'est les vraiment. enfants, pas devant les enfants. C'est complètement con. Ce que je disais à Mathieu, en fait, pour moi, tu sais, tous les plans où il est en train de mettre ça devient un running gag, en fait, tu sais, de mettre le flingue sur la tempe de son gosse, ça faisait vraiment la tour Montparnasse infernale avec, tu sais, la balle à tête dans la main, tu vois. Enfin, et au bout d'un moment, moi, j'étais en train de me marrer. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, Ouais, c'était assez pathétique, ouais. Il y a plus de moments, il y a Ouais, plus de ouais. moments tragiques, tu vois. Il y a plus de Non, non. tension, en fait. C'est complètement con, quoi. Et il y a une scène qui a été coupée, qui a été tournée. C'est une scène emblématique dans le livre, mais c'est à un moment donné, effectivement, le narrateur voit un groupe de cannibales justement cramer un bébé sous une broche, en fait, pour le bouffer. Et ça a été tourné, cette scène, et elle a été coupée parce que Johnny Code disait. Ouais, c'est peut-être un peu too much. Oui, c'est vrai, oui, effectivement, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Au point où on en est, là. Ouais, non, c'est ça. Et en fait, la deuxième raison du décalage, c'est les frères Van Schillen qui ont dit non, mais attends, avec ce film-là, mon gars, avec ce film-là, on va aller essayer de choper les Oscars, on va essayer de faire la tournée de tous les festivals, mon gars. Le flair, Et, le flair. Le flair, et ça a fait Venise. Alors, ça a fait Venise, ça a Ouais, fait ça a Cannes. fait Venise. Mais ça n'a rien eu en fait. Hein. Et à Cannes, je crois que c'était en hors compétition tellement que c'était nul. Donc Thierry Frémaux, il a vu ça, il a fait non. Je préfère. Il y a les frères Dardenne qui ont sorti un film, donc non, je préfère le Voilà. c'est non. C'est plus sympa. Et ouais, voilà, tu je dis que préfère- Viggo il s'est pas lavé pendant 2 mois, bah pour rien quoi. C'est Ouais, voilà, c'est dommage. ça. Ouais, c'est dommage. une tristesse. Le film a coûté 20 millions, il n'a fait que 26 millions de recettes à la totalité et 503 000 entrées en France au moment de sa sortie. Mais excellente réception presse, Oui. globalement. Ah ouais. Globalement bien reçu par la presse.
Et aussi, pas mal de spectateurs ont apprécié le film. Maintenant, faut le revoir, quoi. J'ai envie de vous dire, allez-y, allez le revoir avant de dire que c'était bien, parce que c'est vraiment pas bien. Marvin, de ton côté. Alors, bon, de toute façon, je pense qu'on va tous plus ou moins répéter les mêmes trucs, hein, parce que là, vraiment... Bon, l'avantage, c'est que, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai jamais aimé le film. Hein. Enfin, clairement, déjà, je l'ai vu relativement tard. Hein. La première fois que je l'avais vu, c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans, donc... Bon, tu vois ça à plus de 15 ans déjà, bon, bah, ça marche pas, hein, je pense. Hein. C'est compliqué, quoi, tu vois. C'est un peu l'impression que ça me donne, d'ailleurs, en général, sur peut-être l'œuvre de Cormac McCarthy, tu sais, ce truc un peu de nihilisme misanthrope, d'un mec qui a 80 ans et qui a encore à écrire ce genre de truc, tu vois. Et puis, des fois, je suis en train de me dire, mais t'écris ça à plus de 16 ans, je trouve ça assez dramatique, en fait, comme manière d'envisager les choses, parce que oui, pour rebondir un peu sur ce que Manu disait tout à l'heure, je pense que c'est le genre en général qui se bouffe la queue en fait en continu parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, que nous on prend un petit peu en maturité en observant, on va dire ce qui se passe autour de nous tout simplement, hein, bah on se rend vite compte que cette vision-là du post-apo, elle est un peu, elle est déjà complètement désuète, obsolète et en fait même un peu fantasmatique, tu vois. En fait, c'est un truc qui me dérange beaucoup dans le post-apo tel qu'il est présenté, c'est qu'en fait bah, ce genre d'univers qui est un truc quand même fondamentalement réac, je pense. Hein. Enfin, pour le coup, je vois pas comment on pourrait l'envisager autrement. Parce que finalement, ce que je me dis en voyant... Voilà, ouais, non mais oui. Et puis tu sais, moi, je suis obligé de faire des raccourcis un peu... Tu vois, quels sont les garde-fous qui ont sauté? Pourquoi les gens sont comme ça? Enfin, tu vois, c'est un peu comme si... Je sais pas, la fin du monde amène à ce qu'il y ait une espèce de disparition subite et totale d'une certaine forme d'autorité, qui fait que du coup, bon bah, il y a plus de conséquences, plus de menaces, et puis les gens auraient peut-être quelque part une espèce de nature qui les amènerait à tous se bouffer entre eux et tu vois, à devoir lâcher les plus faibles pour seulement protéger les forts. Et tout ça en centrant en centrant son histoire autour de ce personnage-là. Donc de Viggo Mortensen, qui est une sorte de figure du père, tu sais, qui serait moralement un peu plus élevé que la moyenne, du moins dans la première partie du film. Et en fait, bah, tu finis par te rendre compte que tout ce truc-là de post-apo, ça s'applique pas qu'à la route, mais c'est juste un fantasme survivaliste, en fait. Hein. C'est littéralement ce que moi, ça m'évoque, en fait. C'est-à-dire le jour où ce sera la fin du monde, bah, nous, on sera prêts à aller se battre dehors, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Et comme disait Manu tout à l'heure, je pense qu'on a malheureusement assez d'exemples pour savoir que dans le monde et dans des situations qui pourraient ressembler de près ou de loin aux situations qui sont décrites dans ces films-là, bah, c'est absolument jamais ce qui se passe. Hein. Donc, c'est-à-dire que voilà, les gens ne commencent pas à devenir cannibales, à se dépouiller les uns les autres, c'est plutôt l'inverse. Ils dépouillent le PQ et les pattes, mon gars. On a appris ça grâce au Covid. Le PQ et les pattes. Voilà. D'abord le PQ et les pattes après. Finalement, je pense qu'en tant qu'être majoritairement sociaux, on a tous bien envisagé le fait que la survie se fait via la communauté. Hein. Donc voilà, la loi du plus fort, c'est pas quelque chose qui fonctionne, en tout cas pas de cette manière. Donc non, effectivement, des post-apos, je veux dire, on en a vu des dizaines, pour pas dire des centaines. Et à la rigueur, moi, je peux l'entendre, cette vision du genre, à partir du moment où c'est un prétexte pour un truc un peu bis, tu vois. Voilà. Ouais. Moi, je peux l'envisager quand c'est de la exploitation, quand c'est ce genre de truc et que c'est Razorback, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment un post-apo, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand c'est des films de loudback comme ça qui te font... Qui servent finalement de prétexte à un Battle Royale. Pourquoi pas à mettre en scène quelque chose d'extrêmement graphique, ce qui est pas du tout le propos de la route, qui en plus... Fortnite en cinéma. Voilà, finalement, voilà. Fortnite dans la campagne australienne, pourquoi pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que la route, bah, malheureusement, il a contre lui le fait de pas vouloir être ça, mais de absolument pas vouloir être ça. Hein. C'est-à-dire que ça se prend tellement au sérieux, c'est d'une lourdeur infâme. La musique est là pour dire chiale, bâtard, chiale. Le film, en fait, ne veut pas être ce post-apo-là, tu vois. Il veut pas être comme les autres films. Il veut pas être Mad Max, tu vois. Il veut pas être Soleil Vert, même. Il veut pas être ça. Il veut être cette espèce de film autorisant, tu vois, un peu éthéré sur l'humanité, sur les valeurs, sur peut-être ce qui nous restera, ce qu'on doit laisser, parce que oui, il y a toute cette histoire autour de Cormac McCarthy, qui a eu un enfant à 60 ans, et qui donc s'est posé cette question de, moi j'ai 60 ans, mon gamin vient de naître, donc je vais mourir, donc je vais pouvoir lui laisser quoi en un minimum de temps, quoi. Voilà. Et finalement, il a transposé ça comme ça.
Bon, voilà, Non, mais le finalement, en livre, plus, encore est réussi, hein. Attention, parce que c'est ça aussi. Oui, le truc, probablement, hein, mais moi je vois, je vois le Et en résultat plus, à c'est l'écran. littéralement dit par des personnages du film. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, la mère dit mais je veux pas accoucher, mais qu'est-ce qu'on va lui laisser comme etc. Oui, Enfin, voilà, c'est voilà, ça. c'est vraiment littéral quoi. C'est le truc le plus Tu dois basique. accoucher, tu dois accoucher. Tu dois accoucher, vas-y maintenant tu pousses, t'as pas le choix. Pro-life à fond, quoi. Ouais, non, mais C'est un peu la même chose qui se passe dans le film, du coup, quoi. On a tous cette espèce de père qui se bat pour. Je sais pas trop ce qu'il essaie de lui laisser finalement, parce qu'en plus, on voit bien que ses valeurs morales, elles sont un peu dilettantes, hein, assez rapidement, quoi. Donc, il y a un peu ça dans le discours du film qui aussi montre un espèce de retournement, c'est-à-dire que oui, pendant la première heure, en gros, on va te dire que on a notre espèce de caution morale, donc qui est Viggo Mortensen. Et puis finalement, on va dire en basculant un petit peu le point de vue, on se rend compte que finalement, il est peut-être pas dans le camp des gentils, et peut-être que s'il a survécu aussi longtemps de cette manière-là, c'est peut-être pas pour rien non plus. Bon, voilà, encore une fois, c'est un discours tellement rabattu depuis la nuit des temps que ça ne me fait pas d'effet, quoi, tu vois. Et le film, il est juste lourd, et vraiment épuisant d'ennui. Vraiment, il essaye de. Je pense qu'il fait tout ce qu'il faut pas faire quand on s'attaque à ce genre-là. Et c'est assez dramatique de voir ça. Je sais pas s'il y a une vraie aura de culte autour de lui. Moi, très honnêtement, je sais que la réception presse a été plutôt bonne. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui vraiment adorait ce film. Enfin, vraiment, hein, ouais, je suis désolé, hein, peut-être je fréquente pas les bonnes personnes, ou allez savoir. Mais en tout cas, non, j'ai jamais entendu énormément de bien sur ce film. C'est pour ça que j'étais un petit peu étonné qu'on le fasse dans l'émission, j'avoue. Pour moi, c'était un truc vraiment totalement mineur. En plus, John Hillcoat, je veux dire, c'est un type, tu vois, ça lui a ouvert aucune porte, quoi, hein, clairement. Voilà, à part celle peut-être non, si, Lawless et des trucs comme ça. Et puis les oui, séries, Lawless, puis oui, les non, mais clips, d'accord. Lawless, et éventuellement d'avoir un casting un peu hype pour Triple Nine, tu vois. Voilà. Mais sinon, non, voilà, c'est un film qui se prend bien trop au sérieux par rapport au sujet qu'il essaie d'aborder, je trouve, à l'univers qu'il essaie de dépeindre. En plus, enfin, je veux dire, je sais pas quelle a été cette espèce d'ambition esthétique autour de la photo, mais ça marche pas du tout. Je sais pas si on essaye de faire quelque chose, parce que le film il nous présente, on va dire, un espèce peut-être d'hiver nucléaire, enfin j'en sais rien, mais en tout cas il essaie de nous montrer un truc de manière un peu monochromatique, quoi, parce que bah oui, finalement du gris sur du gris. Ouais, ok, mais moi ce que je vois à l'image, c'est qu'il n'y a rien qui ressort, mais absolument rien, quoi, jamais. Je veux dire, les environnements sont tous les mêmes, du premier au dernier plan. Si vous voulez voir des gens qui font des trucs bien avec du monochromatique, il y a plein de manières de le faire. Voilà, je sais pas, aller voir Shadow de Jean Guillemot, peut-être éventuellement, enfin je sais pas. Mais il y a plein d'autres manières de faire qui sont probablement plus impactantes et plus percutantes que ce qu'on a là. Donc non, voilà, c'était vraiment pas un film agréable à voir. Je trouve même pas ça choquant en fait, parce qu'encore une fois, il a le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, il essaye d'être cette espèce de post-apo autorisant un peu sans concession, et puis, en fait, finalement, la fin le fait basculer dans un truc qui est presque beaucoup trop j'allais dire de positivisme, d'optimisme par rapport au monde qu'il a dépeint, quoi. Tu vois, et ça, c'est vraiment là qu'encore une fois, on a une dernière explosion réac qui est quand même assez folle. C'est-à-dire que finalement, le salut du gamin, il va venir par le cocon familial, quoi. C'est vraiment ça, l'ambition suprême. C'est-à-dire le truc qui va te faire probablement sortir de la merde, ça sera la famille, quoi. Là, ça sera la famille. Et en vrai, là, du coup, le film, non, on n'en est pas sûr, tu vois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que si la daronne s'était pas barrée, peut-être ça serait mieux passé. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi ? Là, je comprends pas. Donc, ouais, je sais pas. C'est vraiment, en fait, ça serait une sorte de film à festival, tu vois, genre de film à Oscar du post-apo. Ça serait un peu ça. Avec toutes les avec tous les défauts que ça amène derrière, parce que finalement le film il est ni un divertissement ni un truc bis un peu goré, parce qu'il dit tout le temps non, moi je fais pas ça, c'est quand même tu vois, on a quand même de la réflexion, parce qu'on a aussi plein de symboles religieux à te donner, on a aussi une voix off infernale explicative qui en plus t'explique tout, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il se passe quelque chose il faut qu'on t'explique. Alors là je lui ai dit ça pour ça, parce que bon quand même tu vois, c'est bon, je pense qu'on n'avait pas besoin de la précision. Donc non, tout est raté en fait. C'est assez terrible de le voir. Donc voilà, au moins je n'ai pas subi d'ascenseur émotionnel. Voilà, j'en suis pas au stade où j'aurais adoré ça avant et puis finalement je le revois, je me rends compte que c'est nul. Non, j'ai toujours trouvé ça extrêmement chiant, médiocre, tout ce que vous voulez. Ouais. Donc c'est pas bien. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est le casting qui surpasse quelquefois Viggo Mortensen. Tu vois, genre. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de lui. Robert Duval qui arrive, qui est en vieux mais qui est incroyable. Enfin, je trouve qu'en termes de là vraiment costume et tout, enfin, il est impeccable. Et il surpasse en fait Viggo Mortensen. Je suis là, mais putain. C'est vrai que j'ai pas parlé de lui parce qu'il fait à peu près le boulot comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais c'est clair.
il est le Viggo Mortensen qu'on connaît, c'est-à-dire que je suis pas, je sais qu'il a une énorme cote de sympathie auprès de plein de gens. Moi c'est pareil. À cause d'une trilogie. À cause d'une trilogie. Oui, peut-être, mais il y a d'autres trucs, tu vois. Mais Oui. c'est pas que je peux pas, Viggo Mortensen, ou que je l'adule, ou ce que vous voulez. C'est juste que pour moi, c'est un acteur qui dépasse jamais, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour prendre un peu d'espace et ça s'arrête un peu là, quoi. Je trouve pas de talent exceptionnel ou ce que tu veux. Voilà, c'est juste un acteur qui fait le boulot, en fait, qui est jamais mauvais, mais qui transcende jamais rien, quoi. Tu vois. D'autant plus que là, il avait une place monumentale, si tu veux, et que finalement, la seule scène qui va me rester en tête à la fin du film, c'est un placement de produit Coca-Cola, quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu, tu vois. J'y ai pensé. C'est assez terrible. C'est assez terrible finalement, tu vois, quand je vois ça. Tu vas aimer. Écoute, j'ai trouvé un artefact du capitalisme ultime là. Voilà, ça sera ta petite douceur. En plus, on utilise ce terme-là et ça me fait beaucoup rire, tu vois. Genre mais c'est super bon. Enfin, vraiment, les gars. Vas-y, goûte, papa, goûte. Voilà. Même si a priori dans le livre, il y a une scène très réussie avec la canette de Coca, je dis pas. Oui. Malheureusement, ce qui se passe, c'est quand on voit Viggo Mortensen la prendre et la montrer à la caméra, j'ai pas eu la même sensation du coup. Tu sais qu'ils se sont battus pour avoir cette putain de canette de Coca parce que Coca ne voulait pas au début. Hein. Ouais. Parce qu'ils savaient que dans le livre, il y avait la canette de Coca. Et du coup, ils ont, la prod a dû demander à Coca, effectivement, on va faire on va mettre une canette, quoi. Oui, file-nous une canette, s'il te plaît. Et Coca dit, non, allez vous faire foutre. Et du coup, alors je sais plus si c'est par un producteur ou un truc comme ça, ils ont réussi à déverrouiller le truc en disant, oui, mais faites-le autrement. Montrez-le autrement. Montrez-le de façon de vraiment très une grande valeur positive. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que c'était super chiant. C'était super. Non, du Coca pas frais, c'est dégueulasse. On va pas se mentir. En plus, c'est pas bon, tu vois. Ouais, mais une petite douceur quand même dans un monde où tu bois de l'eau. Après, quand t'as l'habitude de. Voilà, exactement. Dans Double Team, ils sont sauvés par un distributeur de Coca, hein, donc tu vois, comme quoi. J'avoue. C'est vrai. Coca-Cola, il peut sauver des vies. Alors, on revient sur l'exploitation du post-apo, zombies, tout ça. Je vous laisse 5 minutes continuer. Hein. Ouais. On était vraiment dans le début de l'exploitation en fait. Ce renouveau du post-apo, ce renouveau de la post-pandémie, on a eu Walking Dead, on a eu donc La Route, on a aussi I Am a Legend, on en a déjà parlé avec Will Smith. On a eu le livre d'Eli, The Book of Eli, le livre d'Eli, qui était ça. Et puis en pop culture, on a eu Fallout, on a eu pas mal le retour de Fallout 3 par exemple sur le devant de la scène. Tous liés en fait en plus dans un timing qui était quand même quasiment parfait puisque c'était quelques mois après en fait la crise des subprimes qui avait foutu pas mal de merde aussi du côté. C'est pour ça que je disais la crise financière de 2008 tout à l'heure, ça aurait pu décoller. Ouais, c'est un peu en plus, c'est arrivé un peu en même temps en fait cette réexploitation du post-apo et des subprimes, mais ça a continué après parce que ça a amplifié le truc parce que les gens voulaient justement voir les conséquences de ça, voilà, les conséquences de ça et on a eu une exploitation énorme en fait du post-pandémique, du zombie, tout ça pendant. Ouais, ça a été quasiment le trope des années 2010 quoi. Les films Young Adult, t'as eu le Labyrinthe, tous ces trucs-là aussi, il y a eu pas mal de sagas qui reprenaient ces trucs-là, Divergent, voilà, des trucs. Oui. Ça dénonce, tu vois, c'était un truc de fou. C'était fou. Non, après, en scène marquante, moi que j'avais noté, alors il y a la cave, la fameuse scène de la cave où il descend dans la cave et qui voit en fait que c'est un espèce de vivier à bouffe en fait, des gens qui sont enfermés, qui sont tous amputés et qui essayent de s'entre eux-mêmes bouffer parce que pour survivre dans la cave quoi. La meilleure scène du film, je pense. La meilleure scène du film, celle qui a le plus de tension et la scène qui se rapproche le plus de l'ambiance du livre, c'est celle où où il dépouille Omar de The Wire. Parce que justement, il s'est fait voler et du coup, ah là. Oh non mon Dieu, nous perdons Discord. Alors attendez. Ah ça va être un délire ça. Ça va être un délire, c'est génial. Alors attendez, on va fermer Discord. Comme quoi, ne jamais faire de live sur Discord. Hop. Mais bon, on le fait bien sûr toutes les semaines. Normalement ça fonctionne. Hop. Vous voyez. À 2 doigts de rebrancher la box et de rallumer la box. Voilà. Alors. Non, c'est bon. C'est bon. Non, ce que je disais, la scène du début. Moi, je suis parti revenu parce que le serveur, j'avais qui déconnait. Ouais, mais je pense que c'est Discord qui prend un coup de lag. Là. T'as un décalage terrible de ton son-image.
Mais ça va revenir. Moi j'ai envie de dire, ça va revenir. J'ai de l'espoir. J'ai une carte graphique à 1400 €. Au bout d'un moment, il faut qu'elle fasse le taf. Hein. Mais ça valait le coup. C'est Discord, t'inquiète. Ouais, mais bon, il y a l'encodage, vous savez, l'encodage vidéo, tout ça. Bon, bref. Et ouais, du coup, c'est vraiment les scènes qui m'ont marqué et qui se rapprochent le plus du bouquin. Après, si vous voulez avoir vraiment un point de référence par rapport à l'esprit du bouquin et à du moins le personnage de l'homme, de ce qu'il devait être dans le film, en fait, ce qui se rapproche le plus, c'est le personnage de Joel dans The Last of Us. Hein, vraiment, dans comment il est traité et dans comment il est ressenti par les autres survivants, en fait. Comme étant un gigantesque connard. Ce qui est dans la fin du livre est clairement dit, dans le sens où il meurt aussi dans le livre, et que en fait le gamin retrouve des survivants, il dit mais t'es le fils de l'autre zinzin, quoi. En gros c'est ça en fait le truc, c'est dire t'es le fils de l'autre zinzin, ton père c'était une merde, il nous a tué pas mal de monde. Mais là où The Last of Us réussit peut-être plus le revirement, c'est qu'il l'aborde dans l'autre sens. Oui, c'est plus simple. En fait, c'est-à-dire que c'est pas un personnage qui t'inspire de la sympathie au premier abord, Joël, tu vois. D'où le problème peut-être du choix de l'acteur à la base dans la série. Mais finalement ça marche. Mais je veux dire, dans le jeu, c'est pas quelqu'un qui t'apporte une sorte de sympathie. Et le revirement, au bout de quelques temps, quand on commence à comprendre que dans l'autre sens, c'est pas du tout un mec sympa, ça marche mieux. Ouais, non, clairement. Que tu vois, qui trouve finalement de la sympathie plus tard, en fait, au travers d'autre chose. Et puis bon, c'est quand même dommage d'avoir fait The Last of Us, qui est probablement 1000 fois plus réussi. Une meilleure adaptation de La Route que le film en lui-même. Carrément, clairement. Qui n'est pas La Route. Voilà. Et les acteurs dans le jeu sont meilleurs que Viggo Mortensen d'ailleurs aussi. Je tenais à dire. Oui, alors ça. Troy Baker est en train de rouler sur Viggo Mortensen. Alors, Mathieu, pour finir. La Route, est-ce que tu as envie de chanter ? T'as envie de chanter quelle chanson quand tu penses à La Route ? Eh ben, je préfère chanter sur La Route que revoir La Route parce que ça dure à peu près 3 minutes. Donc déjà, voilà, donc j'ai pas à me retaper tout le film. Non, grosse déception parce que justement, Marvin a évoqué le fait qu'il n'y avait pas forcément une aura autour de ce film-là. Moi, j'avais l'impression justement que, parce que moi, je l'ai vraiment découvert pour le podcast, j'avais lu le bouquin donc il y a une paire d'années et c'est vrai que j'avais retardé un petit peu le visionnage, mais ouais, il y avait quand même des retours ultra positifs sur le film. Quand j'ai posté sur Blue Sky, j'ai eu quand même quelques retours disant que le film c'était vraiment très chouette ou des trucs comme ça. Donc et c'est vrai que j'avais aussi souvenir d'un accueil presse assez sympa avec effectivement 2-3 festivals qui ont diffusé le film. Donc moi, dans ma tête, c'était un bon film. Et comme j'avais pas encore vu vos retours à vous sur ce chef-d'œuvre, du coup, je me suis retrouvé un peu comme un con à me dire, mais c'est chiant, quoi. Et puis ça ressemble pas au bouquin, et puis c'est super lisse, et puis finalement c'est vachement plus lent. Enfin, je dis, en fait, qu'est-ce que c'est effectivement que ce post-apo qui ose pas grand-chose, qui tente effectivement de raconter un truc et qui prend le post-apo de manière la plus sérieuse possible à base effectivement de oh là là, on est vraiment une espèce très méchante et avec une petite touche d'espoir vraiment malvenue à la fin parce qu'effectivement on tente de te faire croire à un univers où tout le monde se bouffe, où tout le monde est méchant, où effectivement il y a que eux deux qui sont un petit peu unis et qui peuvent aller quelque part et essayer de survivre avec en plus cette espèce de vision effectivement de voilà, mon enfant c'est mon dieu, il le dit plein de fois, quoi. C'est assez embarrassant, je trouve, dans cette façon de remettre en avant effectivement le côté christique, le côté élu du personnage qui est vraiment mal intégré dans le film. Porte le feu. Donc porte le feu. Ouais, je me suis retrouvé vraiment devant un film hyper lisse et pas forcément très intéressant. Sans parler du fait que le moindre moment de tension est, je trouve, assez foiré. À aucun moment je me suis vraiment senti mal à l'aise, à part la séquence effectivement où il découvre cette espèce de garde-manger vivant qui est plutôt... Là, il y a un petit peu visuellement des trucs qui se tentent, mais sorti de là, une fois qu'il se barre de ce truc-là, on retourne encore une fois dans les travers du film, c'est-à-dire quelque chose d'assez chiant où on a vraiment tout qui est surligné tout le temps, quoi. Donc grosse déception parce que j'espérais vraiment me retrouver devant une sorte de survival égal un petit peu à ce que proposait le bouquin en termes de tension et puis même d'évolution de personnage, alors que effectivement Mortensen, pareil, tu ressens pas forcément, je trouve, moi, d'évolution dans tout ça, à part 2-3 petits moments, effectivement, le moment où il va dépouiller
Le personnage dans la forêt, là tu te dis bon bah il va peut-être un petit peu loin, pourquoi il le fout à poil, mais ça va pas au-delà de il l'a foutu à poil. C'est juste voilà, limite t'as un peu le côté humiliation peut-être, mais on va récupérer 2-3 trucs, mais je trouve vraiment que ce perso, jusqu'au bout, on essaie de te le rendre un peu papa sympathique, un peu fou peut-être, mais qui dépasse pas grand-chose quoi. Donc même la relation avec le gamin, j'y croyais pas des masses non plus. Enfin ouais, moi je suis vraiment sorti complètement du film assez rapidement et je me suis vite fait chier. C'est pas radical du tout. Enfin vraiment, il y a rien qui transpire du film alors qu'il est sur un thème assez hardcore de base. Et je suis vraiment d'accord avec vous. Pourtant, moi, je suis un gros consommateur de films post-apo, mais plus dans la tendance justement bis où les gens s'amusent un petit peu avec ça. Et où on n'est pas forcément sur un truc ultra réaliste et chiant, parce que je pense que tu peux justement t'amuser à pousser un petit peu les potards pour essayer de faire ressentir des choses. Là, ouais, j'y crois pas une seconde à tous ces groupes qui se bouffent entre eux, etc. Enfin, c'est tellement, ça vient tellement d'un coup que effectivement, t'as ce côté, on appuie sur off et hop, les gens deviennent tous tarés, ils veulent tous se bouffer, et se braquer, et c'est vraiment hyper mal foutu, quoi. C'est quand même un Donc, truc un peu. C'est quand même un gimmick un peu chiant, quand même, du post-apo. Carrément. Ouais. Très souvent, maintenant, c'est de ne pas nous montrer pourquoi. C'est-à-dire. Ouais. De ne pas donner de vrai contexte, c'est-à-dire voilà ce qui se passe, c'est comme ça. Et c'est difficile d'y croire en fait, parce que ouais, on a l'impression que d'un coup, un jour, quelqu'un éteint la lumière, et en fait, les gens ils se sont dit, allez, c'est parti, il n'y a plus de barrière, on est tous un peu comme dans les films American Nightmare, c'est-à-dire que tu décides de faire la purge, et à partir du moment où tu appuies sur un bouton, tout le monde s'entretue, se viole. 99% des gens iraient tuer tout le monde en fait. C'est ça, genre absolument moi directement. Pas vrai, et on a la preuve chaque jour que c'est faux, tu vois. Mais ça continue de croire à ce fantasme-là de survivaliste bascu, vraiment, parce que c'est ça. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans une autre émission qui s'appelle La Brise du Mammouth, parce qu'on avait fait un truc sur le post-apo, du coup. Donc, là où je disais quand même, il y a un truc où on voit quand même que c'est tous ces mecs-là qui écrivent ou qui filment du post-apo. C'est quand même majoritairement un truc de mec, faut pas se mentir. Tu vois, c'est-à-dire que c'est l'apocalypse, on va violer toutes les meufs. Genre, ça, oui. Littéralement, toujours, tout le temps. On va violer. C'est première chose que tu fais, c'est t'arraches le haut, quoi. C'est les seins, parce qu'elles sont faibles, tu vois. En théorie, bien sûr. C'est les trophées. C'est marrant. C'est systématiquement ça. Je trouve ça très bizarre. Enfin, et on a à chaque fois dans ces films-là, même dans les pires bis, à chaque fois, les fameuses attaques de motards qui débarquent et qui, vont piller, vont violer et vont se barrer. Et t'auras effectivement ce personnage principal qui va arriver et qui va botter des culs. Mais quand c'est fait de manière, voilà, on assume parfaitement d'être des gros dégueulasses, machin, ça peut te donner des trucs un peu rigolos, ultra bis, au moins qui assument le côté un peu hardcore. Là, vraiment, ce film-là, il est vraiment au-dessus. Il est vraiment au-dessus du truc. Et effectivement, en tout cas, il se pense au-dessus du lot. Oscar. Ouais, je pense vraiment qu'il se pense au-dessus. Et avec cette voix off et tout, mais on n'est pas. C'est ni fun, ni intelligent. C'est vraiment le discours le plus classique que tu peux avoir sur un film post-apo qui te décrit effectivement la chute d'une humanité. Comme si t'appuies sur un bouton et voilà, c'est la fin du monde, quoi, automatiquement. Et je pense comme vous, c'est-à-dire que à part quelques mascus qui s'auto-félicitent entre eux, je pense sur des chaînes YouTube et qui pensent que la survie ça va être ça, globalement personne ne fera ça, quoi. Donc eux ils vont vivre en clan dans la forêt et puis ils vont faire 2-3 trucs et ils vont crever parce que ça sera les premiers à mourir. C'est eux qu'on va manger. Ça sera les premiers à mourir. C'est eux qu'on ira manger. Donc, finalement, ils finiront par se bouffer entre eux, tu vois. Parce qu'ils sont cons. Mais ouais, non, ça décrit vraiment. C'est pas crédible. Et comme tu le dis, c'est rare que dans ces films-là, on voit véritablement comment on en arrive là. Et c'est d'office, on arrive au moment où tout est pété, où il y a que des cannibales et des tarés et des motards. Et voilà, quoi. Donc, non, c'est vraiment pas bien. C'est même plus j'y pense, moins je l'apprécie. Parce que j'avais été encore un petit peu gentil en sortant. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas beau en plus visuellement et t'en retires pas grand chose. Enfin, franchement, c'est une grosse déception. Donc, grosse déception. Et on va voir directement sur le verdict et on va faire le rappel du classement de la picklist. Alors, la picklist, les 3 premiers sont Parasite avec une moyenne de 9,2 sur 10, Une histoire vraie 8,5 sur 10 et Fight Club 3e 8,2 sur 10. Et les derniers pour le moment étaient donc Electric State à la 7e place avec 2,25 et qui est on peut faire un truc très drôle là. Et qui est surplombé par Captain America First Avenger à 5,75 sur 10 en 6e position et Paddington 2 et Le Loup de Wall Street donc en 4e et 5e position. Donc la route, vos notes, je vais commencer avec Manu, tu mets combien? Je sais que j'ai mis 2 à Electric State. Ouais, tu peux pas mettre plus bas. Je vais lui mettre 2 aussi, je crois. Oh putain.
Je me suis autant fait chier. Vraiment, c'est aussi moche et je me suis autant fait chier. Après, voilà, il y a des actrices qui changent, mais... Mais l'emmerde est toujours là. L'emmerde est là. L'emmerde est présente. Mathieu, de ton côté. Moi, je mets 3. Soit un point de plus que Electric State. Ok, on reste dans la range. Je comprends la méta là. Marvin, de ton côté. J'avais mis combien Electric State, moi déjà? Ah non. 5. T'as mis 2. Mais non, t'avais mis 2. T'avais mis 5. T'aurais mis 5. Non, parce qu'en fait, moi en théorie, je m'étais dit, parce qu'en théorie, là, si je suis totalement honnête avec moi-même, je le mets sous Electric State, tu vois. Ah oui. Parce que Electric State ne rate pas tout ce qu'il fait. J'ai presque pensé comme toi. Non, je suis désolé, Electric State, déjà, il se prend pas pour un film à Oscar au studio, tu vois, je pense qu'il est un peu conscient de mais ce moi, qu'il c'est les 310 millions de dollars qui m'ont... Ouais, voilà, pour ça lui fait perdre des points. Après, moi, du coup, je dirais que je vais lui mettre 2 aussi, mais en vrai, je sais pas où je les trouve, les 2, tu vois. Parce que quand je réfléchis, je me dis, est-ce que... Eh ben, tu sais quoi, je lui mets 1. Parce que je vais le mettre sous Electric State. Et c'était pas là pendant 2 mois, mais lui 1 point pour ça au moins. Je lui mets 1 point. Voilà, il a 1 point. Oh la vache. Il a 1 point. Voilà, je lui mets 1 j'ai l'impression. Parce que demain, tu me dis, tu revois la route ou tu revois Electric State, je veux Electric State tous les jours. Non, Electric State tous les jours. Tu mets les deux, je revois Electric State tous les jours. Ah, mais c'est sûr, moi aussi. Chris Pratt plutôt que la route. Non, la route d'Intermarché. Electric State, c'est mieux, t'en oublies la moitié, tu vois. En plus, je pense que Chris Pratt, il se lave pas. Dans Electric State, t'as la couille, t'as le taco, enfin voilà, t'as pas ça dans la route. Le lance-frigo, le lanceur de frigo, ça. Le lanceur de frigo, tu vois, il y a quand même des trucs en plus. Je suis désolé. Rien que pour le frigo, c'est un point de plus. Là, il n'y a pas de lanceur de frigo. À minima, c'est un robot dans un robot. On se croirait dans Shitlist. Ah ouais, non, mais j'en suis pas là. On va comparer de merde. Désolé, les gars. Non, mais bon, au moment où on est un système de notation, moi, tu me dis, moi, du coup, je le compare à The Electric State, qui est aussi un post-apo très noble. Donc, en fait, dans le même genre, je mets Electric State au-dessus, je suis bien désolé, mais du coup, je lui mets 1. Je peux pas lui mettre la même note, c'est moins bien. Désolé, c'est moins bien. Il a sorti la première pire note de l'émission, et c'est Marvin qui la sort sur la route. Voilà, faut le noter. Voilà. Et je lui mets 1 point, je sais même pas d'où je te le sors. Hein. Je lui mets 1 point. Robert Duval. Peut-être, et encore, tu vois. Mais non, vraiment. En plus, pour moi, il perd des points parce que du coup, vu qu'il essaye de faire genre, regardez, je suis un film un peu autorisant, je suis pas comme tous ces post-apos de merde. Bah du coup, tu perds des points en faisant ça. C'est comme ça, tu vois. On reconnaît le producteur de Requiem for a Dream derrière. Hein. Il a perdu. Au début, j'hésitais sur 3. Il a perdu 1 point parce que avoir un rôle nul pour Charlize Theron, j'apprécie pas, tu vois. Au début, je me disais. Personnellement. Au début, dans ma tête, je me disais ce truc-là, ça va faire 5, et puis après 4, puis après 3. Là, je suis arrivé avec mon 2. Vous m'avez convaincu en 2 minutes de lui mettre 1. Donc, ça n'a plus de sens. Voilà, il a 1. Arrête, on va arrêter, il va mettre 0. Honnêtement, on est à ça. Je laisse un peu de marge, je lui laisse son 1. Voilà. Moi, j'étais parti à 5. T'es un fou, toi. Je suis un peu un zinzin, moi. Ah, t'es un zinzin, toi. Descends à 4. Je suis descendu à 4. En fait, je suis descendu à 4. Mais je peux... Dis-toi ça fait quand même 3 points en dessous. Hein. C'est pas facile. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait 2,5 sur 10. Donc, ça le classe juste au-dessus. Ah, juste au-dessus. Luc met 3 du coup parce que c'est pas normal quoi. Je peux pas le mettre en dessous de Electric State. Pour moi il va en dessous. Mais c'est. J'ai de la haine envers ce film. Luc l'a vu 2 fois déjà. Là t'en as pas là. Hein? De quoi, sur la route? Si, c'est déceptif, clairement déceptif. Mais j'ai pas la haine que j'ai envers les Rousseau, le système et tout ça quoi. S'il avait fallu choisir, s'il avait fallu trancher, j'aurais pris Electric State et je l'aurais mis au-dessus. Sachez-le. Si on devait leur noter demain, t'aurais une meilleure note à Electric State. Si on devait leur noter demain, j'aurais mis 0 à la route. Il en a plus rien à foutre. Non mais vraiment, c'est le pire film que j'ai vu pour l'émission. Actuellement, je peux pas mentir. Luc il met 4. Dis-toi que ça laisse encore une marge de 3 points en dessous. Qu'est-ce que tu mets là? Mais parce que il y en a plein de films qui sont pires que La Route. Mais dans l'intention, pas beaucoup. Dans ce qu'il veut faire, il va te les trouver les pires films, Marvin, maintenant. Il va les chercher, moi, ces putains de films, mon gars. Ça s'appelle Peak Cinéma. À bout d'un moment, il y a 300, mais on l'a déjà fait. Oui, non mais voilà, mais c'était dans Shitlist aussi. Non mais vraiment, il y a pire que La Route.
mais moi je trouve que le delta entre l'intention et le résultat, Non, mais je comprends. c'est dur de faire. Je ne C'est dur blâme de pas faire. ton 1, je ne le blâmerai jamais. Ah, tu peux pas le Je blâmer de toute comprends. façon. Personne peut le blâmer. Personne Ah, peut il y a blâmer moi. peut-être 2-3 survivalistes là qui vont s'énerver un peu, tu vois, qui vont affûter leur couteau. Mais bon, ça va aller, tu vois. Donc, la route finit avant-dernier. Je pensais pas qu'on aurait déjà un contender pour le dernier, mais il est là. Je pensais pas qu'on serait aussi bas. Ouais. Ouais, On n'était pas ouais, loin ouais. de Titi Electric State quand même, je suis un peu déçu. Ouais, Je suis un peu déçu, je suis un peu déçu, parce que pour on moi, a un quart de point quand même. Hein. Quand même, je trouve que le bas de classement, il est dur à aller chercher là, tu vois. Genre, c'est pas facile. Attention. Le provoque pas. Attention. Non, mais attends. La semaine prochaine, Je on fait connais la suite. Terminator. Ouais, Je non, connais mais la c'est- suite du programme, ça La va semaine aller. prochaine sera un peu mieux quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, bon, ne Ça va être serait-ce que insupportable. ça dépend des sorties qui peuvent arriver aussi dans la fin de l'année. Moi, je veux dire, au bout d'un moment, tout est possible. Tout est réalisable. Donc, la route finit avant-dernier avec une note de 2,5 sur 10, juste au-dessus de Electric State, que nous avons noté la semaine dernière. Voilà, donc vous pouvez suivre le classement, bien entendu, sur la description de l'épisode pour voir un peu les chefs-d'œuvre qu'on a classés. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors le courrier du rando, c'est votre moment, les auditoristes, pour justement donner votre avis sur le film, nous de faire un petit jeu derrière et de lire vos commentaires, tout ça. Mais Meilleur il y a film pas de route. Cette semaine, je n'ai pas relevé de commentaires, Tant donc que je ça. décale ça à la semaine prochaine. Donc Let's go. les auditoristes, qu'est-ce qu'ils ont pensé de la route? Ah oui, ils ont adoré ou pas Eh bien, nous avons 3 personnes qui vont juger le film. Nous commençons avec les Pick Me, avec Alizé, qui dit 4 sur 10. Le rewatch lui a fait perdre beaucoup de points. C'est terne, c'est plutôt chiant et terriblement convenu. Niveau message, l'humanité sans structure, c'est la jungle. / le dernier rempart à la barbarie, c'est la famille. Bref, le rêve humide, mascu de survivaliste de base. Pas très intéressant. HK nous Tu dit. trouvais tes 4 points, Elise. Bah, 4 sur Ouais, 10. franchement, d'où il sort Alizé, viens ici. Réponds. Demande à Luc. Effectivement, très bonne réponse. D'où il sort Alors, La cave, Omar, Robert Duval, la cave, 1 point. Charlie Theron. Ouais, la scène de la cave, un point. Charlie ouais, Theron dans des vieux flashbacks pourris, arrête. Non, Ouais, avec non. cette scène incroyable du ne pars pas. Mais si, je pars. Bon, bah, pars. Cette scène, elle est. Et je Elle est l'ai ouf. jamais revue. Et elle Pars. a disparu. Et sache dans le que noir. si quelqu'un doit tuer le gamin, c'est moi. Non, c'est les 20 premières Je vais minutes. le buter, les 20 moi, le minutes gamin, en je vais le build-up- buter. En build-up fonctionnait quand même pas mal. Mais effectivement, après, ça se casse la gueule très très vite. Hein. Côté Bigot, insupportable. Et Viggo Mortensen, bien entendu, qui est juste à lui seul une tare. Pas Viggo pire Mortensen, que donc. Chris Pratt, mais quand même une tare. Ça se vaut pour moi, là, je suis désolé. Ouais, non, mais c'est. En fait, J'ai Le Ouais. bruit des armes qui meurent. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du bruit des armes qui meurent, mais vraiment. Tu vois, là, Luc, c'est 2, quoi. C'est 2 maximum. Ah oui, la scène des arbres qui tombent là. Ah ouais, c'est ouf. Bon, bah écoutez, on va enregistrer l'émission et puis je Je mettrai un 2. peux changer et mettre 1 point. Ouais, vas-y, franchement, le bruit des armes qui meurent. mais arrêtez, putain, on peut pas, c'est Non, pas mais évolutif vraiment, comme ça. existe Il y a un pas, quoi. timing pour donner votre note, c'est pas genre, tu vas pas me dire la Parce que semaine t'as pas prochaine. d'âme, bien sûr. Tu vas pas Non, mais il dire la avait semaine oublié. prochaine que tu meurs. Il avait oublié le bruit des armes qui meurent aussi. Attends. Ça fait quoi les bruits des arbres qui meurent? Bah, ça fait 0, voilà. Voilà, c'est. Non. Non, je lui laisse son point. Voilà. Oh la vache. HK nous dit 4 c'est pas mal, mais ça passe constamment à côté de la minutie et de la puissance du bouquin. Si vous voulez du Cormac McCarthy bien mis en image, tournez-vous vers No Country for All Men des frères Cohen et Cartel de Ridley Scott. Effectivement, c'est plutôt. Voilà. C'est plutôt Je très voulais clair. voir un 10 sur 10, voilà. Bon. Voilà, 2-10. Non. Un 9, 8 et allez, un à 10. 9, No Country for All Men. Ouais. Un 9, un 8. Ah, 9. Jamais maté notre Country for All Men figure. Oh la vache. Ah, ça Là, vaut le là, coup. là. Ça vaut le Eh, Ah, c'est bien. il y a des classiques à voir. Emmanuel, celui-ci, je te le conseille. Ah, John mais- Chevrier. Ce qui est bien, Vas-y. par contre, je dis quand même à Manu, c'est que les frères Cohen, ils ont pris le truc du Cormac McCarthy et ils ont dit, bon, on s'en bat les couilles. Voilà. Mais donc, du coup, ça fait un 8 ou 9. Ouais. Non, mais ils sont mal les couilles, ils se sont dit, mais en même temps, ils ont appuyé le côté, comment dire, le côté un peu débile de 3 mecs qui se poursuivent, dont un qui est vraiment tout le temps à l'arrache. Et ça, c'est drôle, Ouais, ça, d'ailleurs. C'est ça. Et- C'est marrant. John Chevrier nous dit 4, lente et terne balade à travers les décombres grises de l'existence, façon cocktail périmé entre un récit convenu typiquement hollywoodien et une esthétique art et essai européen pour les nuls. Et c'est vrai que le fait que ce soit un Ouais, chef-op voilà, espagnol, on est c'est là. extrêmement drôle. En fait, ce qui est drôle, À c'est chaque que fois c'est que le seul quelqu'un des lui met 4, chefs-op j'ai envie d'enlever d'Almodovar. un point. À chaque fois que quelqu'un lui met 4, j'ai envie d'enlever un point. Non, Mais non, mais franchement, faites-le, enlevez.
Plus déprimant encore qu'une gueule de bois à l'anniversaire de Tata Simone au campanile de Vesoul. Ça a été vécu, ça, à mon avis. Hein. Ouais, à En tout mon cas, avis, John, ouais. va falloir Ça parler. sent va le falloir vécu. Je vais aller voir les notes du campanile de Vesoul quand même. Tiens, attends, ah oui. Alors, attendez. Bah ouais, non mais. Et du coup, dans le truc de compagnie déjà, de est-ce que- Vesoul, il le Non, compare à la route. déjà, est-ce que déjà ça existe? Ah, sûrement. Ouais. À Vesoul. Il y a bien un mec qui a mis ça. Vous avez vu la route? Bah c'est pareil. Alors, compagnie. Votre hôtel est aussi déprimant que le film La Route. Putain, Non, t'imagines? il y en a Pire un- avis. Il y en a Il un pue besoin- autant. Votre hôtel, il est aussi sale que Viggo Mortensen dans La Route. Quoi. Ouais, Il y en a un à Pareil, Besançon. la gueule de Guy Pearce à la fin. Il y en a un, Ah, il y en a un à Besançon. Alors attendez, parce que je suis sur Booking. Ah non, mais quand même, tu vois, il y a quand même de. Il y a un Voilà. peu de. Ah, le personnel 8,5 sur 10 déjà. C'est pas mal. Ah, Il y a une pick pas list mal. aussi sur Booking. C'est vrai, c'est vrai. La picklist des compagnies. Alors. La sympathie du réceptionniste manque un sèche-cheveux dans les chambres. Ah, bah vous voyez, comme dans la route, on casse ses cheveux. Ah, Ah, alors, ouais, là, ouais, attendez, parce que je suis obligé de montrer, parce que c'est quand même bien. Alors, il y a très bien, mais serveur désagréable, limite incorrect, qui m'a pressé à terminer mon repas du soir pour débaucher. Il était 21h50. C'était Guy Pearce. C'était Guy Pearce, le serveur. Terrible. Oh la vache. D'être Bon, placé dans si une vous chambre nous écoutez au PNR. campanile de Besançon, force à vous quand même. Chambre petite, douche C'était remplaçant quel, les besoins. c'était quel hôtel notre problème de sèche-cheveux justement? Ah putain, alors c'était pas exactement le même truc parce que C'était pas à Besançon, C'est que c'était à Angers, voilà, c'était Angers. Ouais, c'est Alors, ça. pour refaire toute l'histoire, on est arrivé à l'hôtel, on nous a dit il n'y a pas de chambre pour vous, rappelez-vous quand même. Hein. Oui, oui. Ouais, je me souviens, je me souviens. Voilà, une fois on a été invité pour contextualiser la Le blague. contexte, Une voilà. fois on a été invité à une convention, on s'est retrouvé à l'hôtel, on est Non, arrivé j'ai à dit l'hôtel, fest. on nous a dit ah bah vous êtes pas là, vous, c'est pas voilà. Donc il y avait pas de chambre d'hôtel, finalement on nous a relocalisé dans un autre hôtel. J'ai pris le sèche-cheveux parce que c'est très important pour moi, voyez-vous. Et le sèche-cheveux, je l'ai arraché du mur, voilà, comme ça. Il est arrivé dans ma main. Voilà. Oui. Donc, D'ailleurs, voilà. ils veulent toujours savoir Force qui a incroyable. arraché ce putain Après de... 3 minutes à sèche-cheveux. l'hôtel. Oui, minute 3. Mm. Très très fort, bravo. Quel perf. Mais on voit que c'est souvent un problème. Du coup, dans l'hôtellerie, a priori, c'est cheveux de mauvaise qualité. Non, c'est les robinets qui se bougent souvent, ça c'est un problème top 1. Le chauffage, top 2. Et le room service qui finit à 23h, top 3. Hmm. Ouais, j'ai vécu. D'accord. Hein. Je sais, je suis un spécialiste. J'ai été professionnel Ah, de l'hôtellerie. Bien sûr, Je bien connais. sûr, évidemment. Alors, le jeu de la semaine. Alors, le jeu de la semaine, le titre me fait déjà marrer. Ce top de Sens Critique me fait déjà rire, me pisse de rire. Super. C'est top des films sur l'humanité. Waouh. Qu'il faut réfléchir. Le film est ouf. Là, franchement, la liste est complètement zinzin. Alors, on va commencer déjà par la pire nouvelle pour Marvin. The Tree of Life est 11e. Voilà, donc on Oh dégage. là là Alors, J'espère que La Route est devant, s'il vous plaît. là. Bah, c'est sûr. S'il vous plaît, faites que La Route soit devant. C'est sûr. vous voulez que- savoir la déjà tête la de note vous voulez déjà la note de The Road sur Sens Critique Ouais, Vas-y. ouais. 6,9 sur 10. Et d'ailleurs, Ouais, j'ai je en m'attendais éclaireur je m'attendais à plus, quelqu'un qu'on connaît, qui s'appelle Stéphane Boulet, je sais pas si vous connaissez. Je vais regarder Ah, sa je note. connais. Ah, je vais voir s'il a mis une note déjà. J'ai peur. Oh putain. Je crois qu'il aime bien ce film. Le 17 mai 2010, il l'a mis 7 sur 10 à The Road. Alors, Il a des posters Fight Club chez lui, je vous rappelle quand même. Hein, pour qu'on il n'y a dise pas les la personnages. prescription des 15 ans, parce que ça fait pas encore Ouais, 15 ans. ça fait 15 Ouais. ans, ouais. Non, c'est Non, vrai, ça c'est fait vrai. pas c'est encore vrai. 15 ans, il n'y a pas de prescription pour l'instant. Ah non, après, c'est le Du coup, premier on à dire doit- que c'est dans le marbre, hein, donc... On doit donc modifier sa note de Fight Club de la dernière fois. Au 10 devient un 5. Voilà, ce n'est plus pris en compte. Ça doit être Alors, validé, ouais. 10e position de ce fameux La top route des films sur l'humanité. Non, ce n'est pas La Route. Il est noté dans les meilleurs films de Dark SF. sur Dark l'humanité. City. Non, Matrix. non plus. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, 10e Ah, position. bien. Alors, si c'est pas un des deux là, c'est le troisième. Hein. Cherchez pas. 9e position. Les meilleurs films sur la solitude. Heure. Livre d'Eli.
Sur l'humanité et la solitude. Seul au monde. Les meilleurs Ex films Machina. les meilleurs films post-apocalyptiques. Je suis une légende. Non. Attends, je cherche. Les post-apo avec la solitude. Les Fils de l'Homme. Non. Alors c'est promis, ça. T'es fou. Resident Evil. Afterlife. C'est la solitude du C'est vrai que ça spectateur. dénonce surtout, pas là. mal aussi sur la société. Solitude, les films post-apo sur la solitude. Attends. Meilleur film de survie. Into the Wild. Non. J'avais mis dans Jungle, non? Bah ça, la route. Bah oui, la route. Alors, putain, Ah putain. donc il est devant Tree of Life, voilà. c'est bon. Il est 2 places devant Elle est Tree of devant Life. Ghost in the Shell. hein, Ah, putain, c'est vrai. Envie de- Ah, doublement non, envie de c'est crever. C'est super. C'est super. J'adore. 8ème position. Alors attention, là c'est culture cinéphile. On va voir si vous êtes des vrais cinéphiles. Ouais, on va voir ça. on va voir ça. Les meilleures comédies dramatiques, les films qui rendent heureux et les meilleurs films de Noël. Eternal Course aux Sunshine jouets. of the Spotless Mind. Course aux jouets. Attends, non pas course aux jouets, tu m'as dit quoi Manu? La vie est belle? Eternal Sunshine. Eh putain, c'est Mathieu qui l'a. Mathieu est un cinéphile, c'est La vie est belle, effectivement. De Franck Capra. Merci, Bien merci. entendu. Merci. Vrai cinéphile. Ah, de Franck Capra. Ah oui, non, Ah j'ai oui. eu peur. Ah oui, oui, Ah oui. oui, bon, oui, ça, oui, c'est- oui. non, parce que là, si tu mets- non. si tu me Non. mets Benigni devant le Tree of Ah. Life, je quitte le jeu. Je deviens le Joker. Non, là, je- Là, je vais en péter les sèches-cheveux, je vous le dis bien. non, mais là, laisse tomber. 7ème position. Les meilleurs films d'anticipation et les meilleurs films dystopiques. Bienvenue à Gattaca. Et effectivement, 7ème position, donc bienvenue à Gattaca. 6ème position, c'est pareil, là je Oui. teste votre cinéphilie. Les meilleurs films qui se terminent mal. Je suis une légende. Mad Max. Ouais, il se termine bien, je suis une légende. Les meilleurs films sur l'esclavage. Les films sur l'esclavage qui se terminent bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, qui se termine mal, hein. C'est un film qui se termine mal. Oui, je sais, Ouais. c'est pour ça que je dis ça. Tu vois, une Racine, City non, Slave c'est et pas Slave? Racine. Non. La couleur pourpre? Non. C'est l'adaptation d'un livre. On va essayer de... Waouh. Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas adapté en Hollywood, vous me direz 12 Years a Slave. Non, parce que ça se termine bien, en plus. Moi, je l'ai pas vu, donc, Les meilleurs films, voilà, ça va, je vais vous le donner, mais Tu sais qu'au bout de 12 ans, c'est fini, quoi. les meilleurs films des années 60. C'est Un pas film de Racine. Fleischer? Si je vous dis que le roman est français. Ah, la planète des singes? La planète des singes, effectivement, de Franklin J. Schaffner avec Charlton Heston. 5ème position. Les meilleurs films pour faire la holla. Film sur l'humain. Ah, Ouais, la liste de les Schindler. La liste de La liste de Schindler, Schindler. effectivement, bravo Marvin. Bravo, Effectivement, oui, bien sûr, Bravo. évidemment. bravo, super. Ouais, bien sûr. 4ème position. Ah bah, on se rappelle. Non, mais ça, c'est Ah une bah, c'est une vanne, une c'est une ref. vanne, c'est une vanne. C'est une ref interne. C'est une rêve de shitlist, ça c'est incroyable. Bien 4ème position, les meilleurs films à voir en IMAX. Interstellar. Interstellar, effectivement, Manu l'a eu. Alors là, on arrive sur le top 3. Attention, est-ce que vous allez Il y sentir a les Fils de l'humanité en l'Homme vous dedans. Il y a les Fils Vous de allez l'Homme dedans. sentir l'humanité en vous. C'est ce qu'on va voir tout Et de suite. Elle est là. Matrix, les fils de l'homme. 3ème position. Les meilleures adaptations de pièces de théâtre au cinéma. Dans l'humanité. Le prénom? C'est 12 hommes en colère. Ouais, c'est 12 hommes en colère, ouais, c'est pas le prénom. Ouais. Ah, bien. Putain, ouais, bien. 2ème position. Les meilleurs Je films sur dirais la que t'es grossesse. complètement zinzin. Les meilleurs films sur la grossesse. Le prénom, Fils de l'homme. du coup. Les fils de l'homme. Ouais, les fils de l'homme. FM. Et là, Ah, première c'était position. ça ou Allô maman ici bébé. J'hésitais aussi. J'étais pas sûr. Première Ah, position. ils auraient pu être junior, hein, avec Ouais, Schwarzenegger. c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. 9 9 mois ferme. Première position, c'est les plus belles claques esthétiques. Bah, Matrix. Un cartel. Non, No Country for All Men. non. Le 5e élément. Ah oui. Non. Le court métrage de Durandal. Ah ouais, non plus. Mais ça aurait Ah pu. bah, ça aurait Suicide pu, Squad, mais ils ont eu les costumes. Attends, c'est ça. non. Black Panther 2.
Il est dans une liste de fous. Non, c'est pas Black Panther 2, bien entendu. Et il est dans une liste de fous, c'est les films à voir quand on est fatigué. Oh putain, bah pas la route. La liste, elle est folle. Les films à voir quand on est fatigué. On est fatigué. Tetsuo. Peut-être, ouais. Non. Mad Max Fury Road. Non plus. C'est films qu'on aime au bout de plusieurs visionnages. Ouais, là, c'est compliqué. C'est chelou comme liste, tout ça. Et c'est premier, quoi. Ouais. C'est quoi la liste de base déjà? Rappelle-moi. C'est les meilleurs films sur l'humanité. L'humanité. Donc, j'ai voir quand on est fatigué. Tu vas voir quand on est fatigué, les plus belles claques esthétiques et les films qu'on aime au bout de plusieurs visionnages. Est-ce que c'est. Tree of Life, du coup. Non, c'est pas Tree of Life. Est-ce que vous allez pas me mettre si, Requiem for a Dream ou un truc comme ça? Non, c'est pas Requiem for a Dream. Ça fait réfléchir ou pas? Vraiment, je regarde. Ah, Solaris, oui. Non, c'est pas Solaris. Stalker. Non. Sunshine. Non plus. Les films au meilleur design sonore. Gravity. 2001. Non. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Bohemian Rhapsody, j'allais dire. Mais bon. Le meilleur montage. C'est pareil, hein. Pourquoi on a pas dit le 2001 Même plus chose. tôt? 2001, il est en haut de plein de listes, je pense. Oh, 2001, oui, mais... pardon. Non, donc c'est bien 2001, le meilleur film Black Swan. sur l'humanité. Est-ce que tu peux L'humanité. chercher vite fait, ça m'intéresse, les meilleurs films post-apo? Donc, du coup, je me disais, tu ferais peut-être ça. Du coup, j'aimerais bien voir. Je crois qu'on l'avait déjà. En fait, si je l'ai pas mis, Ah, c'est on l'a parce que fait. je crois qu'on l'avait déjà fait. Et les meilleurs films. Ah non, c'est Charlize Theron, c'est pas celle-ci. Il aurait pu y avoir Armageddon, c'est dans l'humanité. Ouais, j'avoue. Post-apo, c'était l'armée des 12 singes. Je sais pas si on se souvient, le fils de l'homme et tout ça, on avait fait. La route Ok. était troisième aussi. Il y avait 28 jours plus wow. tard. Mais non. Oh la route vache, était troisième. Ouais. Waouh. Akira était 12ème, tu vois, pour vous dire le truc, comme c'est n'importe quoi. Et Je suis une légende était 10ème, c'est pour ça qu'on l'avait fait. C'était à ce moment-là, Ah c'était ouais, pour putain. Je suis une Oh, légende. c'est Ah ouais, celle-là, je l'ai écoutée, j'étais pas là pour Je suis une légende. Ah là, putain, ça aussi, c'était magnifique, ça. Qui est mieux que la route. Ah ouais, je pense. Ouais. Ah si, je pense. Oh, Ah, les Ah, gars, si, oh non. c'est plus C'est beau. nul Je à trouve qu'il y a, chier, il y a je deux, suis trois une- trucs jolis quand même. Je mets il y a- je mets plus que 1. Là, je Ouais, mets non, deux, c'est- deux ou 3. Je préfère regarder Je suis une légende que. Bah, mais je préfère tout regarder La plutôt route. que la route, en fait. Hein. Je pense que je suis mes deux aussi. Tu vois, le 0, je le mets à Moser qui vient d'être cité là. Tu vois. Ah ouais, non, bien sûr. C'est Non, mais parce que t'as ça, c'est indéniable. Et bien, on va passer aux recommandations. Qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine? Alors, c'est quoi la reco en lien avec la route? La reco, en fait, c'est de vous montrer un post-apo qui vous fera moins chier, qui est plutôt positif, optimiste et qui est presque une comédie. C'est un truc qui est sur Netflix, donc c'est facile à voir. C'est un des rares directs to Netflix que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'appelle Love and Monsters. Voilà, bon, il y a plein de gens qui l'ont vu. Ah oui, Mais oui. je trouve ça vraiment très très cool. Voilà, avec Dylan O'Brien dans le rôle principal. Voilà, c'est probablement d'ailleurs Avec, son meilleur film. Avec un escargot qui est absolument affreux, mais qui est trop Avec drôle, quoi. un incroyable escargot, un incroyable chien pour ceux qui aiment les chiens, Ah oui. pour le coup, voilà. Ah ouais. Pas mal d'incroyables, un incroyable crabe également. Oui, le crabe. Voilà, voilà, sympa, d'ailleurs, beaucoup, demeurant. beaucoup d'animaux. Donc voilà, Love and Monsters, en fait, cette espèce d'apocalypse qui est provoquée par, je crois que c'est des espèces de météorites Oui. qui arrivent sur Terre et qui en fait font muter les animaux qui deviennent des trucs absolument gigantesques et mutants, très ouais. agressifs. Ouais. Et donc on a un type qui est absolument pas adapté. Oui, c'est ça, oui. Oui, Qui est qui est on complètement a nul. un type qui est dans un abri qui est complètement nul en survie. Mais du coup, là où le film est plutôt bienveillant et plutôt cool et pas du tout dans la mouvance de ce qu'on a évoqué aujourd'hui, bah il est plutôt du coup surprotégé par les gens de son abri, quoi. Parce que il a quelques talents, quoi. Tu vois, il fait bien à manger, je crois. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Donc bon, les gens sont plutôt sympas avec lui. Ils disent bon, il est un peu nul, mais bon, voilà. Mais je crois que c'est même pas juste, il cuisine pas bien, c'est juste qu'il sait bien faire les assaisonnements. Je crois que c'est ça le Ouais, je délire. crois, en il y a plus. un truc Ouais. comme ça, donc les gens se disent, bon bah vas-y, on va le garder, quoi. Puis un jour, il finit par rencontrer, en gros, il a rencontré une meuf juste avant l'apocalypse, et il la retrouve via la radio, et puis un jour, il se décide, en étant le plus nul, en survie du coin, d'aller la retrouver, en fait, super loin, et il part avec un fameux chien qu'il va rencontrer très vite pour Et faire une espèce de quête il va initiatique, croiser, il rencontre plein de gens. Michael Rooker aussi, il croise, c'est ça qui Ouais, Michael Rooker, ouais, plein de gens, en fait, et c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Ah, Love and Monsters, c'était sympa. C'est sorti sur Netflix, je sais plus quand, c'est Sur 2014, je crois. Non, c'est 2020. Ouais. Ouais, c'était pendant la Et pandémie. c'est vraiment bien hein, pour le coup. Hein. Donc c'est un réalisateur sud-africain dont le nom m'échappe comme ça là. Je crois que c'est Matthews. Le prénom je sais plus. Son nom c'est Matthews. Il a pas fait je vais grand chose regarder. d'autre. Hein. Mais Je crois pas.
C'était Michael Matthews. C'est vraiment le Michael nom Matthews. typique. Voilà, littéralement non généré tu vois, par un générateur de noms. Donc, ouais, Michael Matthews, qui est un réel sud-africain qui a pas fait grand chose d'autre, il me semble. Non. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment D'ailleurs, super. C'était c'était. Attends, il a fait ça, Love and Monster, et je crois que Love and Monster a une nomination, il me semble, pour les meilleurs effets visuels. Il me semble, ouais, parce ça qu'en plus, pour les meilleurs effets visuels, mais il a perdu face à Tenet. Ouais, c'est ça. en plus, ouais, bon bah ok, oui d'accord. Mais étonnamment, Love and Monsters pour le coup c'est en plus très très réussi visuellement. C'est Donc vraiment très beau visuellement. c'est vraiment Puis c'est super. post-apo coloré, très, enfin avec une Coloré, belle et couleur. puis en plus c'est quand même une comédie quoi. Je veux dire voilà pour le coup. Et puis il a pas ces valeurs dégueulasses du post-apo dont on a parlé ce soir quoi. C'est clairement dans l'autre sens et ça marche super bien. Ouais. Donc voilà, si vous l'avez jamais vu, bon bah c'est un direct Bah, Netflix. let's go, Let's go, allez-y. Hein. Perdez pas votre temps hein, sur la route. Love and Monster, c'est beaucoup mieux. Love and Monsters, Et ouais. donc sur Netflix par Michael Matthews. Je vais me tourner vers Manu. Manu, qu'est-ce que tu nous recommandes? Écoute, moi aussi, ça va être en lien, parce que ça va être du post-apo, mais du meilleur post-apo que ça. Et ça sera un truc que j'ai dû recommander il y a 3 ans dans Shitlist, je pense, c'est Station Eleven, soit en série, soit en bouquin. Alors, Oui, le bouquin est je me de rappelle quand on a parlé de ça. Ouais. Emily St. John Mandel, et la série adaptée sur HBO Max en 10 épisodes, en mini-série, du coup, avec Mackenzie Davis dans le rôle principal. Et en gros, c'est alors sorti peu de temps après le Covid, mais c'était déjà en prod. Ça parle du monde 15 ou 20 ans après une pandémie d'une grippe très violente qui a tué la plupart de l'humanité. Et ça se partage entre deux timelines, juste après, enfin pendant et après la pandémie, et du coup 15-20 ans plus tard, où on suit une compagnie artistique principalement qui évolue dans le monde post-apo et essaie de survivre à travers le théâtre et d'autres formes d'art. Et du coup, il y a de la violence aussi, hein, mais de façon plus intelligente. C'était quoi déjà le titre? Station Eleven. Station Eleven. Mathieu, de ton côté? Alors moi, je voulais proposer aussi un film post-apo du coup, mais post-apo un peu gras et rigolo, histoire de se détendre un petit peu. Un film qui s'appelle Hell Comes to Frogtown, qui est un film mélange d'action et de science-fiction réalisé par Daniel J. Jackson avec Roddy Piper, qui joue un des rares êtres humains encore fertiles sur la Terre suite à une guerre nucléaire, voilà. Et du coup, la Terre est devenue une sorte de gros désert un peu bordélique où il y a à la fois des êtres humains et aussi des amphibiens, donc des hommes grenouilles, voilà, une communauté de personnages grenouilles qui décident de capturer, qui sont un peu chauds, hein, les grenouilles sont un petit peu chaudes, et elles décident de capturer du coup un groupe de femmes, et donc Roddy Piper est l'un des rares hommes stériles sur Terre, et donc il est protégé fertile pardon, sur Terre. Et donc il est protégé, vraiment bien protégé, parce que c'est un des rares voilà, à pouvoir féconder et permettre à l'espèce humaine de continuer. Et donc on l'envoie en mission pour aller sauver ces jeunes femmes et pouvoir aussi les féconder, quoi. Donc c'est bien sûr. Donc c'est un film qui est extrêmement rigolo, qui est plutôt bien fait. Je l'ai découvert à l'époque où je préparais un podcast sur le post-apo. Et j'avais été surpris parce que je m'attendais vraiment à une grosse daube assez chiante, et finalement le film était assez nerveux et vraiment fun pour le coup, parce qu'il se prenait pas du tout au sérieux. En même temps, il vaut mieux avec des hommes grenouilles voilà, qui sont un petit peu chauds. Et ça fait grenouilles ornies, quoi. Ouais, mais c'est vraiment c'est assez étonnant. Déjà visuellement, en plus les effets spéciaux sont vraiment très bien faits, donc je me suis vraiment bien poilé dedans, et je trouve ça tellement plus intéressant que La Route, si vous voulez un peu une bizarrerie qui change un petit peu, ça peut être cool. Et très rapidement aussi, j'ai commencé, parce que j'ai pas fini, la série Netflix Devil May Cry. Ah oui, c'est vrai. Et je trouve ça plutôt pas mal en fait. Je m'attendais à quelque chose d'assez fait vite fait, etc. Enfin, pas très intéressant. Mais au final, je trouve qu'en termes d'action, il y a vraiment des bonnes idées. C'est assez nerveux, c'est plutôt réussi, je trouve, visuellement.
Et le personnage de Dante est plutôt bien croqué, et, je trouve bien adapté pour la Pas série. trop agaçant, surtout. C'est ça Non, qui pas m'a- trop agaçant. Ouais, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Puis il y a d'autres personnages en plus qui se rajoutent, donc il n'est pas uniquement lui au centre de la série. Il y a vraiment plein de persos plutôt sympas. Mais surtout, vraiment en termes d'action, je trouve qu'il y a des bonnes idées et c'est assez nerveux. Donc, et ils arrivent vraiment à bien rendre l'impact des coups et on ressent bien la puissance des différents personnages qui sont dedans. Donc là-dessus, c'est plutôt réussi, quoi. Et il y a Limp Bizkit sur le Au générique, sur c'est ça. au générique d'intro, il y C'est a quel Rollin morceau de qui Limp tombe? Bizkit. C'est Rolling, putain, mais banger, quoi, Ouais, du coup. c'est improbable. D'ailleurs, la BO est faite par Power Glove, que j'aime Ouais, plutôt Power bien, Glove, qui avait c'est fait plutôt aussi sympa, ouais. qui avait fait la BO, l'excellente BO de Far Cry Blood Dragon. Tales of the Blood Donc, Dragon. ouais, aussi. donc c'est plutôt chouette, Devil May Cry pour l'instant. J'ai regardé 4 épisodes et c'est assez chouette. Donc Devil May Cry sur Netflix. Et le film que tu avais conseillé, c'était quoi le titre? Welcome to Frogtown. Welcome to Frogtown. Yeah. Yeah. Moi, j'ai pas de recours à part Voilà. que je me Si suis François remis, nous écoute, Arsenal vient de marquer un but. Voilà. Ok, voilà. Bisous à François. Non, moi j'ai pas de recours à part que je suis retourné dans ma colline du crack qui s'appelle Overwatch. Voilà. Grosse connerie. Et voilà, donc après, non, pas d'autres recommandations. On va pouvoir terminer l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Mathieu. Merci beaucoup. Alors le petit point pour les podcasts Retour à Turfu. Donc le début de la fin, on arrive, Alizé et Marie-Clémentine arrivent avec le bilan de la saison 2 de Severance qui devrait s'enregistrer cette semaine normalement si tout va bien. Peak Gaming encore une fois sur Twitch, la chaîne 100% jeux vidéo, donc là c'est GTA 5 permadef. Et pour le Peak Gaming de l'horreur, pour le Peak Gaming de l'angoisse, c'était quoi? J'avais prévu Signalis, un jeu en 2D horrifique, c'est bien, ça. post-apo, c'est Cyberpunk un peu plus dans l'idée. C'est très bien. Ouais, bah écoute, j'en ai entendu du bien, donc je vais essayer. Ce sera peut-être un peu moins con que le dernier que j'ai fait qui s'appelait Digicam Cursed Digicam, qui était un truc Tout était dans le nom en même temps. abominable, mais drôle quelque part, avec un Mickey crackhead qui te poursuit dans tous les sens. C'était assez fou. En tout cas, j'ai vu Luc l'autre fois jouer à Super. C'était quoi Natural. le deuxième là? Supernatural. C'était bien chiant ton truc. Hein. Franchement, waouh. Ouais, chercher des mots de passe sur des Funko Pop et se Voilà, faire tu tabasser cherches par des une mots de vieille passe dame. et un vieux fantôme qui te course. De temps en temps, il te rousse la gueule et après, les jeux il d'horreur, des fois repart. tu tombes sur des trucs Ouais, pourris. Tu ça, continues, il revient, il te met une claque, tu retombes, ça s'arrête jamais en fait. La boucle infernale quoi. Et c'est vraiment waouh. C'était une expérience sensorielle incroyable. C'était pas Donc mal. voilà, côté Peggy 18, Mathieu. Alors Peggy, donc on a sorti notre épisode sur les True Crime, donc qui a plutôt bien démarré d'ailleurs. Je suis assez content parce que c'est un jeu qu'on aime bien, plus Sleeping Dogs. Et l'épisode qui aura un peu de retard parce qu'on a un peu merdé sur la piste. Notre épisode sur Fighting Force 1 et 2, bizarrement on a été censuré sur le 2, ça a arrêté d'enregistrer à partir du 2. Bien sûr, parce que Je peux personne m'en comprendre. parlait. Je peux comprendre. Donc du coup on va refaire cette partie-là d'enregistrement, mais ça sera sûrement dispo en fin de semaine, donc Fighting Force. Donc Fighting Force sur Peggy 18 et donc le podcast aussi sur le True Crime, Yes. Los Angeles, New York et Sleeping Dogs. Hong Kong, ouais. Marvin, Hcast bien sûr, la roue du succès encore une Hcast, fois. du coup, Hcast, on est toujours en cours de montage sur l'épisode Cure de Kiyoshi Kurosawa. Et d'ailleurs, Erwan a été à la masterclass de Kiyoshi Kurosawa hier, il s'est pas trompé de date, c'était le bon jour. Ouais, Donc, bien joué. donc voilà, il y Bravo. aura certainement un petit retour aussi là-dessus, puisqu'il y a eu la projection de son nouveau film et donc la masterclass dans la foulée. Voilà pour l'instant. Incroyable. Et Manu, côté projet podcast, on en est où? Actuellement sur le coin pop, pas grand chose parce qu'on a toujours Star Trek en pause et à côté on fait pas grand chose. On enregistre sur la saison 11 de X-Files, la dernière saison de X-Files, terrible dernière saison de X-Files. Oui, ce que j'ai entendu. En courant de mois, je crois, dans 2 semaines. Du coup, ça devrait sortir pas longtemps après. Dans pas longtemps, ok. Donc pour X-Files saison 11. Soutenez-nous bien sûr sur Patreon, le forfait à 3€ chez List Prime, comme je disais à l'intro, le forfait à 5€ chez List Plus et le forfait à 10€ Hall of Fame, bien sûr. N'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup. Et on remercie bien sûr le Hall of Fame, le grand Hall of Fame. On remercie Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Contemanche, Jonathan Cassès, Aurel Boyer, The Griffkeeper, Rustin Blue, David Antorigator, Igandi, Cam, Angelo Haas, Nicolas, Julien, Sosomanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGT,
GG, Manu Landwood, Pierre MSD et Rogue One ne mérite pas la shitlist. Encore une fois, merci. Merci à Nico pour ce message effroyable. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler de Terminator, de James Cameron. James Cameron, le réalisateur de tous les temps. James Cameron, il a tout fait. James Cameron, il fait chier. Voilà, donc pixelpodcast@gmail.com pour le SAV. Oui, bien sûr. Ici, c'est que la vérité, bien sûr. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, bien entendu. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et sur Marvel Rivals. Et bien sûr, Marvel Rivals, bien sûr. Rejoignez notre Discord pour Marvel River avec nous. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.